entrepreneur, création du coup de 2 boîtes, bientôt 3, écrivain, auteur en tout cas, d'un livre, et puis artiste. Bonjour à toi, cher bâtisseur, chère bâtisseuse, et bienvenue sur ce nouvel épisode des Bâtisseurs d'Indépendance. Ravi de te retrouver aujourd'hui, un guest assez spécial et incroyable que j'ai aujourd'hui. Je suis tout seul, mon copain Terry n'est pas là, malheureusement il n'a pas pu être dispo. Du coup notre guest, c'est Flavien Chervet. Flavien, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour Hugo, je vais très bien, merci de m'accueillir sur ton podcast. Bah écoute, c'est plutôt moi qui te remercie parce que actuellement, on a eu la première femme qui est venue en invité sur le podcast la dernière fois. Là, on a le personne avec le plus d'influence sur la chaîne. Donc, c'est moi qui suis ravi. D'autant plus que j'ai parlé de toi dans un de mes podcasts il y a assez longtemps de ça, sur les inspirations. Donc, écoute, la boucle est bouclée. Et je te remercie d'avoir pris le temps parce que tu fais énormément de choses. On va voir ça un peu tout au long du podcast. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément de boîtes à présenter ou de choses comme ça. Il y en aura forcément, il y aura beaucoup de projets. Mais l'objectif, c'est plus de retracer un petit peu l'histoire de Flavien parce qu'il a beaucoup de choses à nous apprendre, beaucoup de choses à nous dire. Il a vécu 1000 vies, je pense. Et sachez pour info que du coup, Flavien, je le connais depuis IRIG, donc l'école dans laquelle je fais mon master en innovation et entrepreneuriat. C'est l'un de mes profs. Et donc, écoute, je vais sans plus attendre, je vais te laisser te présenter. Ok, j'ai 1000 façons de me présenter, donc tout dépend un peu par quoi tu veux commencer, mais puisque tu as évoqué IRIG, je vais partir de là, mais en effet, donc on s'est rencontrés à IRIG, je suis un des cofondateurs de l'école et j'en suis le directeur innovation. Donc à ce titre-là, en effet, j'anime un certain nombre de modules liés à l'innovation dans l'école, des modules sur lesquels on a pu interagir tous les deux. C'est le deuxième projet entrepreneurial de ma vie, on va dire. On l'a cofondé avec les autres cofondateurs il y a 4 ans. C'est la 4e année de l'école, ouais, c'est ça. Elle commence à bien se développer. Donc là, comme tu le sais, on a aménagé 1600 mètres carrés de campus juste à côté de la Tony Garnier, donc à Lyon, et l'école se développe bien. Et donc ça, c'est ma casquette d'entrepreneur qui avait déjà commencé avant, puisque j'ai monté ma première boîte un peu avant d'être diplômé. C'était donc il y a 8 ans. C'était un cabinet de conseil en innovation. Alors, on pourra en reparler, mais j'ai pas monté une boîte parce que j'avais une idée ou parce que j'avais un produit. J'ai monté une boîte parce que j'avais un client. Et en fait, je pense que c'est une des grosses leçons d'entrepreneuriat, moi, sur cette première boîte. C'est qu'en fait, t'entreprends pas pour vendre un produit au départ. T'entreprends pour répondre à un besoin, une attente. Tu peux entreprendre avec de la vision, mais ça coûte très cher. Donc en première boîte, c'est pas forcément le plus évident. Tu entreprends pour répondre à un besoin et puis à partir de ce besoin, tu ouvres le champ des possibles. Mais donc j'ai monté cette première boîte parce qu'il y avait Groupama qui voulait bosser avec moi et deux de mes collègues à l'époque. Et donc la boîte s'est bien développée. On a monté un joli cabinet de conseil en innovation qui était spécialisé dans l'intrapreneuriat. Donc on accompagnait à la fois la dimension stratégique de l'innovation plutôt des ETI grands groupes et en même temps la dimension très opérationnelle des projets d'innovation que des collaborateurs montaient. Et on les accompagnait depuis l'envie d'innover jusqu'à ce que le projet soit mature, qu'il puisse sortir en start-up, qu'il sorte de l'entreprise dans laquelle il était né et qu'on crée une start-up et qu'elle, si possible, réussisse sur les marchés. Et donc j'ai revendu cette société il y a 4 ans quand je suis passé sur le sujet IRIG. Donc ça c'est pour ma casquette d'entrepreneur et puis on évoquera peut-être les autres ensuite. Ouais, carrément. Bah du coup t'as la casquette entrepreneur, est-ce que t'as d'autres casquettes côté de ça depuis ? Ouais, bah du coup allons-y tout de suite. Donc j'ai une casquette qui est en train de devenir même plus importante que ma casquette d'entrepreneur, mais qui est une casquette d'une certaine façon entrepreneuriale aussi. Je suis dans le monde de l'intelligence artificielle depuis même avant ma première boîte, depuis maintenant une 12aine d'années. Je suis assez passionné de ce sujet qui permet autour d'un seul sujet de toucher à plein de domaines différents, évidemment l'informatique, mais aussi les mathématiques, les sciences cognitives, la philosophie, les usagers de business, les arts, donc c'est très très large. Donc autour de l'intelligence artificielle, au tout début, je m'y suis intéressé par la philosophie, qui est un domaine que j'aime énormément et qui m'a beaucoup construit. Je m'intéressais à la philosophie de l'esprit, à comment fonctionne l'esprit humain, et c'est par ce biais-là que j'en suis arrivé à découvrir l'intelligence artificielle et à me plonger dans ce sujet. Comme je suis un gros geek, j'ai appris à coder quand j'avais 12-13 ans.
voilà, pendant mes vacances, je me suis mis à coder un peu d'IA. Et puis surtout, avec cette fibre entrepreneuriale, j'ai commencé à monter des projets. Donc, j'ai créé le Meetup lyonnais sur l'IA, qui est aujourd'hui une des grosses communautés tech à Lyon. C'est environ 3500 personnes. J'ai monté une association sur l'éthique de l'IA avec la métropole de Lyon et d'autres acteurs de l'IA. Et puis, j'ai commencé à donner plein de conférences et faire des recherches sur le sujet, et notamment sur le lien de l'IA et de la créativité, puisque ma vie d'entrepreneur, c'est autour de l'innovation et donc de la créativité. Et donc, j'ai connecté un peu ces deux aspects en m'intéressant à l'IA et la créativité. Ce qui est donc, ça c'est ma deuxième casquette, on va dire, entre la philosophie et la technologie et l'animation de communauté autour de l'IA. Et puis ça m'a amené à deux autres casquettes plus récentes, une d'auteur, puisque j'ai un éditeur qui m'a proposé d'écrire il y a 1 an et demi, et j'ai plongé. Donc je lui ai proposé d'écrire sur l'IA et la créativité, et il a accepté, et le livre est sorti là il y a 1 mois et demi, 2 mois par là. J'ai lancé quelque chose, tu l'as, et dédicacé en plus. Et je l'ai lu. Et c'est vrai que tu l'as lu? Ok, bon, on en reparlera avec grand plaisir. Je l'ai lu en entier. Super. J'espère qu'il t'a plu. Je finis de me présenter, puis je serais ravi que tu me dises bien ce que sûr, t'en as pensé. pas de problème. Donc voilà, ce livre qui est sorti sur l'intelligence artificielle en général, mais avec un fil rouge sur la question de la créativité, de la création, donc qui s'appelle Hypercréation. Enfin, la dernière casquette, on va dire, en plus d'être auteur, c'est d'être artiste. Donc j'écris de la poésie depuis très longtemps, mais surtout lié à l'IA, je fais de l'art numérique depuis aussi assez longtemps. Ça fait pareil, une dizaine d'années que je fais des projets d'art numérique en plus de mes activités. J'ai eu l'opportunité, par exemple, d'exposer pour la Fête des Lumières de Lyon il y a 6 ans, je crois. Et puis j'ai fait un certain nombre d'œuvres. Et en ce moment, je travaille sur mon œuvre la plus ambitieuse, qui est une grosse œuvre autour de l'intelligence artificielle, qui je suis en train de la conceptualiser, de réunir les bons partenaires autour, parce que c'est un projet artistique qui se fera sur 2 ans, 2 ans et demi, qui est très ambitieux. Donc voilà, autour de l'IA, une casquette assez transdisciplinaire, avec pas mal de projets différents. Donc on résume, hein, parce que je pense que là, la présentation a duré à peu près 5 minutes. Entrepreneur, création du coup de 2 boîtes, bientôt 3 j'imagine, avec l'intelligence artificielle, il va forcément y avoir des choses qui vont se créer autour de ça. Elle est en train d'être créée. Voilà. Écrivain, auteur en tout cas d'un livre, et puis artiste. Bon, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, en tout cas, moi ça me parle parce que tu vois, j'ai fait mon TEDx là-dessus, et puis que t'as pu évaluer, et puis derrière c'est aussi moi ma façon de penser, c'est que je pense qu'on peut tout faire, et que t'es la preuve vivante, tu vois, que on peut porter plusieurs casquettes et je pense s'épanouir. Je me doute que tu t'épanouis, parce qu'aujourd'hui c'est quand même notamment avec l'essor de l'intelligence artificielle, je pense que tu prends ton pied actuellement. Donc, carrément. Et puis, je pense qu'en fait, même, on est dans une société de spécialistes. On est habitué à penser qu'une personne a un métier, qu'elle a une identité fixe, et on aime bien. Ça rassure de savoir qu'une personne est architecte, comptable, etc. Ça permet de catégoriser, et on adore catégoriser parce que ça simplifie le complexe. Donc, en plus, voilà, dans une société industrielle, ça permet de rationaliser un peu le travail, d'avoir des gens qui sont qui correspondent à des tâches, donc qui sont dans des petites cases, tout ça. Mais je pense que c'est quelque chose de très peu naturel, et que au départ, l'humain, ce qui peut-être le spécifie le plus dans le monde animal. Il n'a pas de grande spécificité, mais il y en a une peut-être un peu plus forte, c'est qu'il est né prématurément. Quand il naît, l'être humain, il a son cerveau qui est pas encore assez formé. Hein, c'est un espèce c'est vraiment un prématuré, l'humain. Donc c'est plutôt un sous-animal au départ. Mais le fait qu'il soit un peu un sous-animal fait qu'il n'a pas un instinct très construit, et donc il est ouvert à tous les possibles, justement. Et que son seul énorme instinct, c'est la curiosité et l'apprentissage. Et donc, je pense que par défaut, l'être humain est plutôt un être de diversité, de curiosité, et justement donc de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de transdisciplinarité, et qu'on le contraint dans des cases un peu rassurantes, parce que l'organisation de la société, parce que la facilité cognitive que ça apporte le nécessite. Ouais, et puis le fait que ça rassure aussi les gens, hein, de suivre aussi un peu, je veux dire, on n'est pas tous des moutons, mais je veux dire, dans le sens, c'est un peu ça, c'est dans le sens, si on suit un petit peu le cadre, on a de quoi, sur quoi s'appuyer, quoi. Donc, on croit, en tout cas.
parce qu'on nous fait croire Oui. que, enfin, c'est pas, il y a Oui, pas c'est vrai, non, c'est vrai. il y a pas un grand méchant, hein, mais je veux dire, comme le système fonctionne Non, comme mais ça, on a tendance ouais. à se dire que ça sera plus simple. Et c'est pas Mm. forcément vrai, en fait. À se mettre dans des cases, on prend aussi des risques parce que, bah, on le voit en ce moment avec l'intelligence artificielle. Quelqu'un qui fait un métier bien défini et qui Oui. s'est ultra spécialisé dans ce métier, bah, C'est vrai. si l'intelligence artificielle est en mesure de faire mieux que lui sur cet aspect-là, bon, bah, il se prend la plus grosse claque de sa vie. Il est pas capable de se retourner. Donc, C'est vrai. surtout à notre époque faite de plein de changements et de complexité, la capacité d'adaptation, le fait d'être positionné à l'intersection des domaines est plutôt une Mm. force, une résilience que un risque en fait. Le risque, c'est de Mm. s'enfermer dans la spécialité. Enfin, je crois. Complètement. Et puis en Bah plus, écoute, du coup, moi euh, je suis convaincu. cette transdisciplinarité, elle est assez importante parce que justement dans un monde complexe, elle permet de connecter des choses qui ont besoin d'être connectées, qui l'étaient pas avant, donc ça crée un peu du sens. Et Mm. elle est en fait très très valorisée et valorisable parce que bah, quand j'interviens devant des comités de direction de grandes entreprises et que je leur apporte sur l'intelligence artificielle un regard philosophique, que je leur apporte une culture artistique qui sert aussi à faire passer des messages de manière sensible, etc. Bah, c'est énormément apprécié en fait. Amener le beau Mm. et le sage dans l'entreprise, même auprès de dirigeants de très haut niveau, ben, Mm. ça leur plaît beaucoup, ça leur parle beaucoup et on est à une époque où c'est très important pour eux d'avoir ces dimensions-là qui viennent se connecter au business, qui n'a plus à être Complètement. simplement une orientation purement économique et opérationnelle, quoi. Est-ce que tu te sentais un petit peu prédestiné à faire tout ce que tu fais aujourd'hui? Parce que, je sais pas, t'as quel âge aujourd'hui? J'ai 29 ans. T'as 29 ans. Bon, bah, 29 ans, je sais pas, il y a 15 ans, est-ce que tu te disais, j'ai envie de faire tout ça? Est-ce que t'avais des envies, des ambitions en particulier? Non, 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 vraiment pas du tout. Je vais pas tomber dans le cliché, ah, mais oui, depuis que je suis gamin, c'est ce que je veux faire, etc. Non, 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 il y a 15 ans, je fumais surtout des joints au fond de la classe. Je vais être très franc avec toi. J'étais un petit con. On bipera ça. Voilà. Non, je m'en fous, hein, j'assume. Ça fait partie de. Il faut que jeunesse se fasse, comme on dit, et c'est comme ça justement qu'après on peut se concentrer sur des choses un peu plus intéressantes et qu'on ne fait pas une crise de la quarantaine où on va prendre du LSD en Amérique du Sud. On est d'accord. Donc non non j'assume totalement, mais non j'ai fait une adolescence un peu comme tout le monde, un peu difficile. Alors peut-être ce qui enfin un peu difficile, mais sans que ça soit bien difficile non plus. Enfin je vais pas me plaindre, je suis quand Ouais. même d'un milieu suffisamment favorisé, j'ai une éducation qui va bien, etc. Non, peut-être que ce qui était en fait quand je regarde dans mon passé ce qui pouvait être en germe, c'est que j'ai jamais rencontré dans ma vie quelqu'un qui ait le même rapport passionnel à ses centres d'intérêt que moi. Ouais. J'ai jamais Ok. rencontré quelqu'un qui plonge avec autant Ouais. De profondeur. d'absolu dans Ouais. dans tout ce qu'il rencontre et qui l'intéresse. Et ça, Mm. avant, quand j'étais plus jeune, c'était presque, ça faisait flipper, quoi. Enfin, à un moment, je découvre le jeu de Go, donc qui est une sorte d'échec japonais. J'ai Ouais. tellement accroché à ce truc que pendant 3 ans, j'étais dans un club de Go, je faisais que ça. Et au lieu de sortir avec mes potes, j'allais faire du Go et les gens me regardaient autour, ils comprenaient rien parce que du jour au lendemain, tout d'un coup, j'ai découvert ce jeu et j'ai plongé comme un fou et j'ai fait que ça. Du coup, rencontrer plein de gens qui jouaient au Go et en 3 ans, je suis devenu meilleur que tout le monde parce que et ça crame les gens autour de Ouais, toi parce que les gens, ouais. si tu touches à leur domaine, t'y vas avec Ouais. tellement de passion que tu deviens meilleur qu'eux. C'est pas parce que t'es talentueux, c'est juste que tu fais que ça. Donc forcément. Ouais, c'est clair. Et si c'est pas leur domaine, ils te voient partir à fond la caisse et déconnecter totalement de là où t'étais avant. Donc, par contre, il a fallu Ok. que j'apprenne à organiser cette espèce C'est d'orientation ça. passionnelle de ma personnalité. Mais aujourd'hui, elle me sert Mm. beaucoup parce qu'en apprenant à l'organiser, ça fait que j'ai une énergie incroyable pour plonger dans tous mes domaines et que j'ai une passion contagieuse, je pense, sur les domaines que j'explore. Donc ça, c'était Ouais. très tôt. Depuis que je suis gamin, j'avais un peu cette bizarrerie-là. Voilà. Mais c'est un Ouais, trait de mais qui t'a personnalité servi. comme En un fait, autre. Hein. c'est ça, c'est ce que je voulais dire. C'est plus un trait de personnalité, une caractéristique que t'avais qui t'a, du coup, destiné à faire plein de choses et à t'intéresser à plein de choses, du coup, qui étaient intéressantes. Voilà, c'est ça. Je fais une Mais boule ça de me parle curiosité, énormément hein. parce que, bah, moi, je suis un peu comme ça aussi, tu vois. C'est quand je m'intéresse à quelque chose. Alors, je suis pas autant que toi, mais là, ce que j'aime, c'est m'intéresser à tout, pas aller en profondeur dans tout, mais voir absolument tout, tu vois. Et après, moi, ma capacité à moi, c'est de me dire, bah, je me fixe un objectif et ensuite, bah, j'y vais à fond et pour atteindre cet objectif. Mm. Mais c'est à peu près pareil, c'est de l'obstination, tu vois. C'est quelque chose qui, je pense, est une caractéristique qui se perd un peu parce que finalement, on a tout à disponibilité aujourd'hui et bah, on n'a plus cette
force-là de vouloir atteindre des objectifs ou creuser les choses, tu vois. En tout cas, je pense que... Je sais pas si elle se perd, c'est pas ce qui nous est le plus renvoyé en fait. Quoique, quand tu regardes un peu les figures, l'espèce de rôle modèle que la société nous vend, en ce moment, c'est beaucoup les entrepreneurs à succès. Et très souvent, les entrepreneurs à succès, ils vont raconter leur histoire comme étant une histoire vraiment d'obsession. Et en fait, c'est assez valorisé. Par contre, c'est vrai qu'à côté, on a une disponibilité de pièges attentionnels, des Netflix, du scroll sur les réseaux sociaux, des séries de partout, etc., qui rend difficile le focus. Et donc, ça crée de la variance. Ceux qui savent se focus prennent encore plus de valeur dans la société et apprennent à encore plus être focus parce qu'ils arrivent justement à évacuer tous ces pièges attentionnels. Par contre, ceux qui se laissent avoir par ces pièges attentionnels, en effet, en font les frais, d'autant plus qu'il y en a beaucoup, quoi. C'est vraiment, enfin, pour moi, tu vois, je suis dans l'intelligence artificielle. Je trouve que l'intelligence artificielle, je suis plutôt optimiste sur ce que ça peut apporter au monde, même si bon, il y a toujours évidemment un recul à avoir et des limites à poser. Mais je suis relativement optimiste. J'ai des bonnes raisons de le penser. Par contre, la merde absolue que le numérique a pondue et qui est pour moi une des pires saloperies de l'histoire de l'humanité, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est vraiment le produit qui tire sur tous les mauvais biais de l'être humain. Ça tire sur nos biais de confirmation, ça tire sur notre incapacité à intégrer beaucoup d'informations et donc à vouloir simplifier le réel. Ça tire sur notre narcissisme. Le biais de confirmation. Notre biais de confirmation, évidemment, notre narcissisme, etc. Et les micro-choses positives que ça apporte, mais qu'on pense pas du tout la merde que ça construit, et les phénomènes d'addiction incroyables que ça met en place. Pour moi, s'il y avait un truc qui devait disparaître dans notre monde, c'est même pas les drogues dures, hein, c'est les réseaux sociaux, parce que c'est des drogues bien plus pernicieuses. C'est pas que TikTok. TikTok en est un des derniers avatars très poussés. Mais Instagram a fait des ravages pas possibles, Facebook a fait des ravages pas possibles, Twitter évidemment. Donc ouais, voilà, vraiment les réseaux sociaux. Alors évidemment plein d'autres choses, des écosystèmes numériques comme en effet la disponibilité de beaucoup de séries, etc. qui sont dans l'ensemble certaines. Il y en a plein qui sont bien, hein, mais tu peux pas passer ton temps à regarder des séries, quoi, si tu veux faire des trucs dans ta vie. Non. Mais vraiment le scroll et les réseaux sociaux, pour moi, c'est vraiment les plus grosses conneries et il faut vraiment faire attention. Ça, on peut pas faire quelque chose d'important de sa vie si on est collé aux réseaux sociaux. C'est impossible. Non, mais c'est vrai, au bout d'un moment, il faut être focus, il faut savoir aussi se maîtriser, mais c'est hyper important. Après, j'apporterai quand même une nuance sur ce que tu dis, c'est que n'empêche que les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça fait apporter une autre dimension au business, tu vois, si on parle d'entrepreneuriat, et notamment la création de communautés et le fait que, maintenant, aujourd'hui, la communauté fait une partie entière, tu vois, on va dire, du pendant de l'entrepreneuriat. Tu crées des articles de blog, tu crées une communauté sur tes réseaux, tu fais des campagnes Ulule, et tout ça, tu le diffuses grâce à quoi? Grâce aux réseaux sociaux. Non, mais c'est là où je disais qu'il y a une petite partie des réseaux sociaux qui a des usages positifs. Et d'ailleurs, je suis le premier. Alors moi, j'utilise LinkedIn uniquement parce que LinkedIn est beaucoup moins un piège attentionnel en termes de fonctionnement, etc. et de public que les autres. Et puis ça permet de séparer un petit peu ce qui est de l'ordre du professionnel et du privé quand même. Mais je l'utilise, donc je suis aussi très présent sur ce réseau social-là, sur lequel je construis ma communauté et qui est un outil de mon quotidien. Donc je vais pas dire que je suis hors de ce système. Par contre, en effet, moi, dès que j'ai installé Instagram, dès que j'ai commencé à sentir l'aspiration que ça avait, j'ai désinstallé Instagram. Je me suis abonné à Netflix. Au bout de 3 mois, je me suis désabonné, pas parce que j'aimais pas ce que je voyais, mais parce que je me suis dit, non, c'est un piège. C'est un piège, ouais. J'ai gardé Spotify. Spotify, c'est cool. Tu peux faire d'autres trucs en même temps que t'écoutes de la musique. Tu peux écouter Bâtisseurs d'indépendance, tu vois, tu peux écouter des podcasts. Exactement. Non, mais cool. C'était ma question après, c'était savoir, du coup, t'as quitté tous ces réseaux sociaux-là, mis à part LinkedIn, quoi. Voilà, je suis uniquement sur LinkedIn. J'ai un compte Twitter que j'utilise pas du tout. J'y vais une fois tous les 3 mois. Je vois que j'ai des nouveaux abonnés qui se connectent à moi parce qu'ils me connaissent via d'autres réseaux. Ils doivent être très déçus parce que je crois que j'ai mis un tweet sur les 6 derniers mois et encore, c'est parce que j'expérimentais un outil qui transformait mes posts LinkedIn en tweets, quoi. C'est une stratégie de marketing, t'as de la rétention. Ouais, voilà. Et alors oui, Instagram complètement arrêté, Facebook complètement arrêté. J'ai 2-3 personnes avec qui je discute sur Messenger, mais parce que c'est des personnes, je les ai que sur Messenger, donc c'est des amis, des gens que je connais, quoi. Donc j'ai gardé juste l'application Messenger pour parler à ces gens-là. Et voilà, j'utilise que LinkedIn, Instagram, ciao, Netflix, ciao, TikTok. Je suis allé voir pour connaître l'usage. J'avais compris le principe et je l'ai désinstallé. Moi, j'ai fait un peu une overdose de réseaux sociaux et c'est vrai que
moi, j'en suis pas au stade où tu en es. Et quand tu essaies de construire des choses, c'est compliqué quand tu vas sur les réseaux de voir en fait ce que les autres pondent, parce que finalement tu vois que les autres avancent et toi t'as l'impression de pas avancer suffisamment, parce que t'as toujours l'impression que les autres ils avancent plus vite que toi, ils font toujours mieux que toi. Et je trouve que c'est un peu le côté dangereux, tu vois, des réseaux sociaux, ce que tu disais tout à l'heure. Et faire des cures un peu de réseaux sociaux, c'est pas mal de temps en temps, quoi. C'est clair, et ça aussi, c'est un piège, parce que bon, déjà, d'une part, c'est faux. On montre sur les réseaux sociaux ce qu'on a envie de montrer, et donc souvent, ce que les gens te montrent comme étant plein d'avancées qu'ils ont dans leur vie, etc., tu regardes de l'intérieur, c'est du gros bullshit. Et après, il y a quand même une part de vérité. Sur les réseaux sociaux, si t'as 2000 personnes sur ton réseau social, c'est évident que tu vois plein de choses passer et qu'il y a des choses qui avancent. Mais si t'es pris par le FOMO, l'espèce de fear of missing out, l'impression que tout avance et que tu dois toi aussi faire des choses, tu te mets à faire que des micro-choses qui du coup donnent l'impression que tu brasses, mais en fait tu brasses du vent. Tu écris pas un bouquin qui a un impact à un moment donné et qui peut servir à quelque chose dans l'histoire d'une société en te laissant happer par le FOMO des réseaux sociaux. Si on veut pouvoir faire des projets de fond qui ensuite pourront avoir un impact, etc., faut savoir s'extraire du flux du monde et se dire oui, bon, bah il y a plein de choses qui avancent et je peux pas être partout et je peux pas tout maîtriser, et c'est pas grave. Faut laisser pisser le monde, quoi. C'est hyper intéressant. Est-ce que ça veut dire que quand même tu t'entoures bien, c'est-à-dire, parce que je veux dire les réseaux sociaux c'est une chose, moi ça me permet par exemple, tu vois, de discuter avec toi, de discuter avec plein d'autres mondes, d'avoir rencontré plein de monde que j'aurais ne pas pu rencontrer autrement. Est-ce que du coup quand tu t'es concentré sur ces projets de fond, tu t'es quand même bien entouré, tu rencontrais du monde, tu sortais, tu discutais pour pouvoir justement quand même te sortir la tête de ça, quoi. Ah oui, alors il y a réseau social numérique qui pose les problèmes que j'évoquais, et puis réseau social physique. Et personnellement, je suis quelqu'un de très sociable. Avoir plein de relations avec plein de monde autour de moi, c'est aussi ce qui m'enrichit. Et je suis à la lisière de plein de domaines, donc j'entretiens des relations avec des artistes, avec des chercheurs, avec des entrepreneurs, avec des dirigeants, etc. Et c'est toutes ces relations-là qui m'enrichissent énormément. Alors, derrière, comme je l'évoquais, je suis un gros lecteur de philosophie et de sciences, etc. Donc, il y a toute une part de ma pensée que je construis à travers du temps seul, mais du temps seul avec des auteurs, avec des scientifiques, etc. que je découvre à travers des écrits. Mais il y a aussi toute une part de mon inspiration que j'ai en échangeant avec plein de gens dans mon entourage. Et ça, je suis continuellement en train de le construire, de l'alimenter. Mais même là, j'essaye de mettre des barrières de temps en temps, d'avoir des temps, des journées où je suis pas dans 15 rendez-vous dans la journée à interagir avec plein de monde, parce que sinon, je peux pas me concentrer. Et j'ai besoin des fois de me concentrer une journée entière. Je suis en train de bosser sur un projet. Bon, pendant un mois, j'ai besoin que 2 journées par semaine, je puisse être 100% focus là-dessus. Je me réveille le matin, je pense à ça. Je m'endors le soir, je suis encore en train de penser à ça et j'ai pensé à rien d'autre. Ou presque. J'exagère un petit peu. À un moment, j'ai mangé. Non, et voilà. Voilà. Je fais aussi attention à créer ces bulles, en fait. Ces bulles hermétiques à des moments donnés autour de moi. C'est ultra intéressant. Après, c'est vrai que dans un moment de ta vie où tu as ton truc, t'as créé des choses avant, donc tu peux vivre de ces choses que tu as créées, et donc tu gères aussi ton temps comme tu veux. Moi, je vais quitter mon alternance et je vais me lancer à plein temps dans tous mes projets, et je sens que je vais être confronté à ces choses-là, mais j'ai envie de faire ça aussi, tu vois, j'ai envie de me consacrer des journées entières à simplement sur un sujet et pas autre chose, tu vois. Et c'est super important. Je trouve ça. Ouais, c'est super important, je trouve ça trop cool. Et donc du coup, parce que là on est parti direct dans le développement personnel, généralement on aborde le sujet à la fin, mais c'est trop bien parce que du coup là c'est hyper important de savoir aussi savoir comment tu gères aussi la création, parce que finalement t'es un artiste, mais la création intervient aussi dans l'entrepreneuriat. Donc là, ce que tu me dis, c'est que t'as besoin de moments en off où tu te déconnectes de tout et tu te concentres en fait sur les choses. Et en plus de ça, tu n'es pas sur les réseaux et tu privilégies les relations sociales. En tout cas, l'interaction physique. J'ai pris le parti de jouer un peu le jeu du système sur LinkedIn. Au départ, avant, j'étais sur aucun réseau. LinkedIn, c'est assez récent. Ça fait 6-8 mois que je suis dessus. Bon, je suis déjà top voice LinkedIn en France, etc. Donc c'est cool. Ça a bien marché. Mais c'est aussi parce que du coup, sur LinkedIn, je l'ai pris d'une façon très originale. En fait, au départ, je suis allé dessus parce que je me suis dit, ok, j'ai mon bouquin qui va bientôt sortir, faut que je fasse de la promo. Donc j'y suis allé avec un objectif bien défini, faire la promo de mon bouquin.
Donc j'ai commencé à créer mon plan éditorial et à me dire, déjà je vais parler que d'intelligence artificielle. Et en fait, j'ai commencé à pas du tout voir LinkedIn comme un lieu où je poste au maximum. Je fais 1 ou 2 posts par semaine. Passif. Par contre, chacun de ces posts est un article. Ce sont des articles alors qui font la taille maximum que me laisse LinkedIn, donc c'est en gros une page de texte, mais ça me demande d'être un peu synthétique et en fait ça me permet à chaque fois de faire un petit focus sur un sujet de l'IA et c'est à chaque fois une occasion de réfléchir. Il y a personne qui me dit ce que je dois écrire. J'écris à chaque fois mes articles qui sont des fois l'exploration d'un concept pour l'expliquer au grand public, ça c'est un peu mon rôle de vulgarisateur. Des fois c'est un positionnement ou une idée que je défends, des fois c'est plutôt du contenu artistique, etc. À chaque fois autour de l'IA et à chaque fois avec une réflexion qui va avec et qui moi a été une opportunité de penser. Et il y a plein d'idées qu'ensuite j'ai déroulées beaucoup plus profondément à travers mes projets artistiques, entrepreneuriaux, d'écriture, etc. Qui me sont venus à des moments, enfin où le germe m'est venu à travers ces articles LinkedIn. Et tu voulais le partager. Je le partage, donc c'est l'aspect assez cool, c'est qu'après j'ai des gens qui réagissent, ça me lance des discussions et ça me permet d'approfondir aussi ma pensée. Et après, en plus, évidemment, le side effect, c'est que ça m'a permis de faire des super belles préventes, ce qui était quand même au départ l'objectif, hein, mais ça m'a permis de faire des super belles préventes. En 1000 jours, j'ai vendu 1000 bouquins, donc ça, pour un premier bouquin, c'est vraiment cool, parce que j'avais créé beaucoup de contenu. Non, en 10 jours, 1000 bouquins, donc environ 100 bouquins par jour. C'était un peu l'achievement à ce moment-là, mais j'ai continué à être présent parce que j'avais construit cette ligne éditoriale qui me servait à penser, qui me permettait d'interagir. Et puis, en effet, un side effect derrière, c'est que je fais des rencontres sur LinkedIn qui sont plutôt des rencontres quali. Comme je mets du contenu qui se veut être le plus qualitatif possible, les gens qui viennent interagir avec moi sont des gens qui ont envie de réfléchir, envie de discuter, pas d'être dans je balance des petites opinions à l'arrache sur les réseaux comme on fait souvent dans les fils d'un tweet qui sont là pour alimenter une réflexion. Et donc j'ai rencontré des belles personnes et puis évidemment ça me sert aussi d'un point de vue business parce que je vis maintenant en grande partie de mes conférences et donc j'ai plein de demandes de conférences via LinkedIn aussi parce que quand les gens voient du contenu de qualité, ils se disent OK, lui je peux le faire monter sur une scène, il sait de quoi il parle, ça va pas être c'est pas l'expert ChatGPT qui il y a 3 ans était expert Covid quoi. Donc ça m'apporte aussi business. Donc in fine, c'est plutôt la nuance riche, quand même. mais voilà. Donc c'est pour ça, je te dis, je trouve que les réseaux sociaux sont une saloperie parce que c'est des pièges attentionnels, mais on peut les utiliser si on se fait pas aliéner à l'outil, mais qu'on l'aliène à notre propre usage et notre propre façon d'être, ça peut être un outil intéressant. Et je recommande plutôt LinkedIn que d'autres, qui est moins piégeux. C'est vrai, ça te permet de saisir des opportunités de business, tu vois, sur LinkedIn, le fait de partager ce que tes pensées. Bah justement, comment tu as saisi l'opportunité de créer une boîte au tout début ? Parce que finalement, t'as abordé un truc. Alors là, je reviens un peu en arrière, c'est que généralement, quand tu crées une boîte, il faut répondre à un besoin. C'est pas, tu crées une boîte avec une ambition derrière, ou en tout cas, c'est plus compliqué. Comment cette période-là de ta vie ça s'est passé et comment t'as mis un pied dans l'entrepreneuriat ? J'étais étudiant, je faisais des études un peu originales. J'ai fait l'EM Lyon, l'école de commerce. Donc après une prépa, je suis entré à l'EM Lyon, où je me suis emmerdé. Pardon l'EM Lyon, hein, je vous aime bien, mais je me suis vraiment emmerdé ces 2 années. Enfin. Assez extrême et du coup j'ai failli me recasser en licence de maths parce que j'aimais beaucoup les maths et ils m'ont un peu récupéré en me proposant qu'au lieu de faire ma dernière année et mon année de césure, je fasse 2 ans un espèce de double diplôme qui était une expérimentation menée par l'État. C'était financé par l'État et piloté par l'EM Lyon, Centrale Lyon et la Fédération française de design. Et c'était un espèce de diplôme déjà très transdisciplinaire autour de la question de l'innovation qui intégrait les dimensions entrepreneuriales, technologique et design et art autour de l'innovation. Il y a des atomes crochus avec ce qu'on a créé à IRIG et c'est pas pour rien que j'étais dans le projet d'IRIG. Moi ça a changé ma vie cette pédagogie et j'avais envie aussi de pouvoir la répliquer parce qu'après le financement de l'État le programme a disparu. Nous on est ravis qu'il ait disparu à IRIG parce que ça laisse la place pour une école comme celle-ci. Mais voilà, à cette époque-là il y avait ce programme. Et en fait, dans ce programme-là, où je me suis beaucoup plus retrouvé, j'ai commencé à monter plein de projets. C'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence artificielle, entre autres, et je m'intéressais aussi, de façon générale, aux sciences cognitives. Et donc, j'ai créé une association qui s'appelait FLOW, de sciences cognitives, pour organiser des événements pour connecter les sciences cognitives au grand public. Donc, le FLOW, c'est un concept des sciences cognitives. C'est un état qu'on décrit très bien, qui est un état dans lequel on est quand on est extrêmement productif et créatif, mais tout ça dans un régime plutôt de joie et pas de stress. Typiquement, l'enfant qui joue,
où le sportif de haut niveau, on parle de la zone dans le sport de haut niveau, c'est ça, c'est ce concept de flow, on appelle flow en psychologie cognitive, mais c'est l'idée de la zone dans le sport. On est complètement, on fait qu'un avec son activité, quoi. On est complètement absorbé. Et moi, ça me parle énormément, tu l'auras compris. L'asso s'appelait Flow et je l'ai créé avec 2 collègues de ma promo, plus une chercheuse en sciences cognitives et un gars qui faisait de la psychologie cognitive aussi d'ailleurs. Donc on avait créé ça tous les 5 et un des gros projets qu'on a mené, c'est créer un gros hackathon. C'est des marathons d'innovation, là c'était en l'occurrence 48 heures. Où des gens arrivent, ils se mettent en équipe et en 48 heures, ils vont monter un projet innovant, le prototyper et à la fin, il y a un jury et les projets les plus cool sont récompensés. C'est des formats qui sont vachement cool parce que déjà, tu réfléchis à des projets d'innovation, mais en plus, comme il y a cette dimension de prototypage, tu apprends à fabriquer des trucs, tu apprends à utiliser certaines machines, certains logiciels, etc. Et tout le monde s'enrichit un peu des savoir-faire de tout le monde. Donc c'est vraiment super. Et tu vis une expérience humaine assez incroyable puisque c'est le sprint pendant 48 heures. Tu manges des pizzas le soir, tu dors dans ton sac de couchage sur place, tu bosses jusqu'à 3 heures du mat, mais c'est fun. Et donc on a organisé un gros hackathon de sciences cognitives, autour des sciences cognitives, mais c'était genre délirant. Moi j'ai passé j'étais en stage de fin d'études avec un de mes collègues avec qui ensuite j'ai monté la boîte. On se répartissait un peu le travail pour que lui bosse beaucoup sur le stage et fasse un peu le travail pour 2, et moi je bossais beaucoup sur la mise en place de l'événement. Et donc franchement pendant 6 mois, ma vie a été bercée par la création de cet événement, quoi. Et donc on a fait un truc déjà là complètement transdisciplinaire avec autour des sciences cognitives, mais il y avait plein d'apports des scientifiques qui venaient pour parler de certains trucs, des artistes qui avaient mis plein d'œuvres avec des œuvres augmentées avec que tu scannais en réalité augmentée. Il y avait des œuvres participatives qui étaient conçues pendant l'événement par les participants. Il y avait plein d'animations dans tous les sens, une scénographie et tout. C'était assez dingue. Et en fait, on avait besoin d'avoir 3 000 € pour organiser cet événement. Tout le reste, on faisait nous-mêmes et tout. On passait un temps de fou pour pas que ça coûte cher, mais on avait besoin de 3 000 € minimum pour l'événement. Et du coup, je suis parti en mode démarchage et j'ai fini par trouver ces 3 000 € qui m'ont été prêtés, donnés en sponsoring par le directeur innovation de Groupama Rhône-Alpes Auvergne que j'ai rencontré à ce moment-là. Et en fait, il me les a filés parce qu'on se connaissait pas, mais je connaissais sa femme qui était institutrice dans une école primaire et je lui avais filé un coup de main pendant 1 an pour l'accompagner avec les méthodes que j'apprenais à l'école, donc le design thinking, des méthodes d'innovation, pour repenser la façon dont les enfants apprennent les maths. Parce que je trouve que c'est un sujet important. Donc, je leur avais filé un coup de main. J'y allais une fois par mois, une après-midi, pour réfléchir avec eux. Et donc, il me dit, t'as aidé ma femme, échange de bons procédés, je vais t'aider aussi. C'est 3 000 € pour Groupama, c'est pas grand-chose. Et puis, c'est un bel événement d'innovation. Je suis directeur innovation, c'est légitime. Je vais être sponsor de l'événement et mettre les 3 000 €. Et donc, il est venu sur l'événement avec des personnes de Groupama. Il allait en parler à plein de monde. Il était super enthousiaste. Donc, ils sont arrivés avec une petite équipe. Ils ont fait un groupe. Ils étaient 5-6 de Groupama. Ils ont imaginé un projet, tout ça, et ils ont dormi dans les sacs de couchage avec le développeur du coin et 3 tarés qui étaient encore étudiants. Donc, c'était très drôle. Et à la fin de l'événement, en fait, ce gars, donc Philippe, le directeur d'innovation de Groupama, qui maintenant est un très bon ami, je vais bouffer chez lui demain soir, tu vois, il vient me parler, il me dit, franchement, là, vous m'avez retourné le cerveau, ça, c'est de la vraie innovation, c'était incroyable cet événement, comment je fais pour travailler avec vous? Et donc là, je vais en parler à mes 2 collègues de promo qui avaient conçu l'association avec moi, et on se dit, il y a Groupama qui veut bosser avec nous, ils sont prêts à signer un contrat pour que on sait pas trop quoi avec eux, mais en tout cas autour de l'innovation. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on s'est regardé dans les yeux pendant 4 secondes et puis on a dit on monte une boîte. Allez, on monte une boîte. On a créé donc une boîte. On voulait l'appeler Flow au début, mais c'était déjà pris. Donc on l'a appelé ExoFlow. Et c'était censé être l'exosquelette de Flow des entreprises. Donc avec tout cet apport des sciences cognitives pour permettre aux entreprises d'innover grâce aux sciences cognitives. Au tout départ, c'était simplement ça l'idée. On avait fait un événement sur les sciences cognitives. On connecte. Et puis, du coup, on a signé le premier contrat avec Groupama. Ils nous ont mieux expliqué ce qu'ils attendaient de nous. Donc, on a dit, d'accord, on va le faire. On leur a dit, oui, c'est exactement ce qu'on fait, tout à fait. Pas de problème, on sait faire. On a commencé à les accompagner. De la chance quand même, parce que ça aurait pu mal tomber. Ouais, tout à fait. Mais bon, il y a toujours un peu cette audace, cette question d'une certaine audace qui est en même temps un peu de bêtise parce que tu sais pas que tu n'es pas capable de, donc finalement t'en es capable et voilà, c'est à la fois de l'audace et de la naïveté, mais les 2 vont un peu ensemble et c'est très bien en fait quand t'es entrepreneur, et c'est une des raisons pour lesquelles entreprendre jeune c'est une bonne idée. T'as pas encore trop de biais d'expertise qui t'empêchent de considérer que les choses sont possibles, alors que
Peut-être qu'elles le sont. Et donc, on a lancé la boîte, on a commencé à travailler avec Groupama, on a travaillé avec quelques autres clients évidemment, mais la première année, on s'est beaucoup structuré autour de Groupama, on a développé tout notre savoir-faire et en fait, à la fin de l'année, on avait mis en place leur lab d'innovation et leur programme d'intrapreneuriat et on avait commencé à accompagner des projets. Et donc, on s'est structuré en se disant voilà, nos deux produits principaux, c'est création de programmes d'intrapreneuriat et accompagnement de ces programmes, et puis création de labs d'innovation, donc l'environnement physique pour incuber les projets et créer l'interface entre ce programme d'intrapreneuriat et tout le reste de l'entreprise. Puis après, on a ajouté des formations, des ateliers, de l'accompagnement stratégique, etc. Mais ça a commencé vraiment comme ça. Donc on a même fait du mobilier la première année, tu vois. On a vendu du conseil en innovation et on a créé un mobilier dédié à la créativité pour ce lieu. Et on était là, on est parti une semaine, non mais je te jure, on est parti une semaine à la campagne, on avait le cahier des charges un peu qu'on avait vendu à Groupama. On est parti à la campagne pour construire ça pendant une semaine, mais on savait pas faire. On a fait des meubles, je te montrerai les photos, on était tout fiers de notre ligne de mobilier, on est arrivé, on les a montrés, le directeur innovation de Groupama, il nous a fait non mais les gars, c'est quoi ce délire? Et alors heureusement le gars il était super bienveillant et il a compris un peu que voilà, on s'était pas vraiment compris sur le niveau de qualité. Et donc, nous, on s'est complètement assis sur notre marge. Lui, il a remis un peu à la caisse et on a considéré que c'était un pur prototype. Et ensuite, on a fait travailler un compagnon du devoir qui a fait la ligne de mobilier parfaite et magnifique qui équipe toujours le lab d'innovation de Groupama. Toujours. Putain, elle y est, elle est unique et absolument géniale. Bon, ça nous a permis ensuite de faire une version 2 un peu plus industrialisable qu'on a vendue à droite à gauche, mais c'était plus un produit d'appel. Notre fond du business, c'était le conseil en innovation. Quand je revois des photos où on est en maillot de bain, être à moitié dans la bataille d'eau et à moitié à fixer des rivets sur notre mobilier complètement cheap, t'es là, putain, mais... Enfin, ces photos, je les garderai toute ma vie. C'est un souvenir de fou, tu vois. Tu te dis, en fait, c'est super souvenir. Quand puis maintenant, tu te mets dans une bulle où t'es à la campagne et puis tu te mets dans un cadre où en fait, là, comme tu disais, des fois t'as besoin de 2 jours dans la semaine pour te focus là-dessus. Et là, t'as une semaine avec tout le monde et tu sais qu'en fait, tu vas penser qu'à ça. Moi, je trouve que c'est une ambiance, moi, qui me stimule, mais fois 1000, quoi. Ah bah ouais, complètement. C'est incroyable. Et vous étiez restés que tous les 5. En tout cas, tout le monde avait su. Non, la chercheuse et le chercheur, eux, ils étaient encore étudiants et puis ils avaient d'autres projets et tout, donc ils n'ont pas suivi dans la société. Et puis c'était moins pertinent, ils avaient moins ça aurait pu être pertinent, mais ils n'avaient pas cette fibre entrepreneuriale comme nous on l'avait. Non, on a monté la société à 3, donc on était 3 amis de promo d'une certaine façon. Ensuite, la société s'est bien développée. Alors à un moment, on a été 4 associés, puis on est revenu à 3, et puis on a commencé à avoir des salariés, tout ça. Et quand moi j'ai revendu mes parts, on était 13 ou 14. Donc c'était une jolie petite boîte qui tournait bien. Ouais. Ah, c'est une belle boîte. Au bout de 3 ans et demi. Et du coup, pendant le développement, pendant combien de temps finalement? J'ai revendu mes parts au bout de 3 ans et demi. Donc voilà, au bout de 3 ans et demi, on était 13 ou 14. On faisait entre 700 et 900 000 de CA annuel. Voilà, c'était une jolie boîte qui tourne, quoi. Ouais, pas mal. Tu vois, j'ai envie de revenir sur une notion qui est hyper importante, ce que tu disais tout à l'heure. Alors, je vais peut-être me tromper, mais la citation, c'est il ne savait pas que c'était impossible, donc il l'a fait, tu vois. Ouais. Et ça c'est ultra clé, quoi. Parce que finalement, tu vois, cette naïveté, et c'est pour ça que nous aussi, on fait ce podcast aujourd'hui avec Terry, c'est que on veut montrer aux gens que c'est faisable, tu vois. Donc, on interviewe des personnes qui sont, tu vois, jeunes et qui ont entrepris tôt, pour leur montrer que c'est faisable et que finalement cette naïveté elle est pas très grave parce que c'est dans l'échec qu'on apprend aussi, tu vois. Carrément. Et que c'est maintenant qu'il faut le faire et pas dans 20 ans, tu vois. Donc, le pire qui pouvait nous arriver à cette époque-là, c'était quoi? C'était on perde les 1500 € qu'on avait investis chacun. Alors oui, c'était nos petites économies à l'époque, on était très contents de pouvoir mettre 1500 €, mais tu perds 1500 balles, ça va, enfin je veux dire quand t'as 23 ans et qu'en plus t'as un diplôme, c'est pas la fin du monde. Donc c'est le pire qui pouvait nous arriver. Ça fait chier, mais c'est pas grave. Et du coup, on aurait eu une expérience entrepreneuriale. On a une époque où ça se valorise bien sur un CV. On serait allé toquer à la porte d'une grande boîte de conseil. Ils nous auraient dit c'est génial, bravo, vous avez passé 1 an à essayer de faire votre boîte. Vous avez appris plein de trucs. Et vous êtes passé de junior à médium en 1 an au lieu de 5. C'est top. Et venez nous rejoindre. Et voilà, on se serait réinventé autrement. On n'a rien à perdre. On n'avait pas de famille à faire vivre. On n'avait pas de contraintes immobilière, etc. X ou Y, ouais, bien sûr. C'est le moment parfait pour entreprendre. Plus t'avances dans la vie,
plus il y a de barrières mentales, certes, parce que tu deviens expert des domaines dans lesquels t'es. Alors, on croit qu'il faut être expert d'un domaine pour entreprendre dedans. C'est assez faux. Si t'es expert d'un domaine, tu vas entreprendre d'une certaine façon. Tu vas venir, t'as travaillé 40 ans dans l'automobile. Bon, bah, tu te rends compte que il y a un service dans l'automobile qui est mal couvert. Bon, bah, tu vas essayer de créer une boîte pour développer ça. T'es expert du domaine et tu sais exactement comment ça fonctionne. Mais quand t'es jeune, au contraire, en fait, t'as l'impression de voir un peu les ficelles des domaines dans lesquels t'es, et du coup tu te fais croire à toi-même que tu sais, alors qu'en fait tu sais pas du tout, mais du coup t'oses avancer, et c'est comme ça que tu t'inventes des trucs nouveaux des fois. Donc voilà. Ouais, et puis t'as rien à perdre. Complètement. Et puis le fait d'être expert aussi, ça te réduit le champ des possibles, tu vois, de toute façon. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, tu penses que c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement, donc tu vas pas explorer ailleurs, alors que finalement, quand tu sais rien et que tu cherches en même temps que tu fais et que t'apprends, bah en fait, t'as plus d'opportunités. Complètement. Et je me rappelle de la réaction de mes parents quand je leur ai dit que j'allais créer une boîte, qui m'ont dit mais tu veux pas aller faire, enfin. Mon frère a fait une école d'ingénieur. Ensuite, il est allé dans une boîte de conseil pendant 3, 4 ou 5 ans avant de créer sa société. Et là, bon, bah ok, il connaît le monde des entreprises, il s'est fait un réseau, etc. Donc il monte une société, tout va bien, c'est logique, c'est carré. Et quand mes parents m'ont entendu dire que voilà, j'étais même pas encore diplômé et que j'étais en train de créer les statuts de ma boîte, voilà, ils me dit mais va faire du conseil de 3 ans. Enfin, tu connais rien au monde professionnel, qu'est-ce que t'es en train de faire? Et en fait, si j'avais suivi ce conseil, bon, bah j'aurais été dans le système. J'aurais appris à penser comme le système, j'aurais peut-être monté aussi une boîte qui aurait été successful, mais qui aurait été beaucoup moins créative, beaucoup moins innovante, je me serais beaucoup moins éclaté, et surtout, ça m'aurait beaucoup moins permis de construire une personnalité à cheval entre le système et le système classique, et mes propres originalités, ma propre vision de ce qu'est le travail, tout ça. Et du coup, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. On se fait très très vite lobotomiser, hein. Là aussi c'est rassurant parce qu'une fois qu'on est lobotomisé, voilà, c'est confortable, mais ça va très vite, hein. En 2-3 ans de conseil, on perd 90% de notre capacité entrepreneuriale. Tu penses? J'exagère, en tout cas, de capacité entrepreneuriale telle que moi je la conçois. T'en gagnes une autre, une capacité entrepreneuriale très tradie, plus classique, où tu réponds. T'es moins apte au risque, quoi. Ouais, et c'est moins créatif, moins innovant. Si tes collègues n'auraient pas voulu faire le projet avec toi, est-ce que tu l'aurais fait tout seul? Non. Autant le fait que j'ai revendu mes parts était lié au fait que ça marchait plus entre nous. C'était d'abord des raisons humaines, puisque la société fonctionnait bien. Donc, d'une certaine façon, maintenant que j'ai vécu cette expérience, les sociétés que je remonterais, j'en serais l'actionnaire majoritaire. Alors, IRIG, c'était une exception, mais IRIG, c'est tellement un beau projet que j'étais ravi d'y être associé. J'étais associé minoritaire, mais c'était ma place. C'est le projet de Stéphane d'abord. Et moi, je suis venu contribuer, m'intégrer dans ce projet-là. Donc, c'est complètement différent comme position. Mais par contre, je remonterai plus un projet en mode c'est un projet que j'ai à cœur et je m'associe avec des personnes à égalité et on essaye de construire le truc ensemble. Je sais que c'est pas comme ça que je fonctionne et que c'est pas comme ça que ça marche très bien. Mais à cette époque-là, ça avait du sens. On n'avait rien pour dire qu'il y en avait un qui allait avoir plus de parts que les autres. Il y avait une égalité de fait. On était tous les trois au même niveau. Et à cette époque-là, c'était aussi un côté aventure de potes. Tu vois, et c'était super important. Maintenant, je sais un peu plus ce que je veux faire de ma vie professionnelle. J'ai un peu plus justement construit de vision. J'ai un peu plus de posture, etc. Mais à cette époque, tout seul, j'aurais pas fait grand-chose. C'était super important que ce soit tous les trois. Au-delà de cette apportée en termes professionnels, des complémentarités de compétences pour monter des projets, etc. On s'est surtout apporté une énergie ensemble et une énergie de l'aventure des copains, quoi. Et quand t'es jeune, ça compte. Et c'est pas grave si tu craches ta boîte à cause du fait que t'aies monté ça avec des copains. Si t'es jeune, fais-le avec des copains, tu vas kiffer. Et même si ça s'est mal fini avec eux, je garde un souvenir magnifique de ces 3 années. C'est une putain d'aventure. Et même si on s'est frité à la fin, ils restent dans mon cœur, ces 2 gars-là, tu vois. Enfin, voilà. Y en a un qui s'est marié il y a pas longtemps, je lui ai fait un message, tu vois, voilà. C'est incroyable. C'est comme des frères avec qui on s'est engueulé, quoi. Enfin, tu vois, tu les gardes dans ton cœur. C'est normal. Et puis vous avez vécu un bout de chemin aussi ensemble, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas rien, ensemble, surtout quand tu crées une boîte, quoi. Et donc, du coup, fin de cette aventure, donc en 2000...
On est à quoi là, 2023? J'ai dû revendre, on l'a créé en 2016-2017, ouais, et j'ai dû revendre en 2020. Alors, ça faisait 1 an, j'ai cofondé Irig en parallèle de la dernière année. Donc, j'ai revendu il y a 3 ans et demi, et Irig, on l'a commencé il y a 4 ans, tu vois. Donc, pendant 6 mois, j'étais encore CEO d'Exoflow et directeur innovation d'Irig. On s'était arrangé pour que ça fonctionne. Je faisais un petit temps chez Irig et un gros temps sur ma société, mais le fait de revendre, ça m'a aussi permis de basculer et d'être plus fortement engagé dans Irig, au moment où on avait posé les bases administratives et où la question de l'innovation devenait vraiment importante. Donc que les 6-8 premiers mois, j'ai été un peu éloigné du projet, c'était pas plus mal, je suivais, j'apportais des choses, mais il y avait besoin de poser des bases administratives, c'est une école, c'est pas n'importe quel projet. Ça s'est très bien ficelé l'un dans l'autre. Et qu'est-ce que cette première aventure entrepreneuriale t'a permis de faire, d'en arriver là aujourd'hui? Qu'est-ce que ça t'a apporté particulièrement, les points clés qui t'ont permis d'être ce que tu es aujourd'hui? C'est infini comme question, en fait. Je me rends même pas compte de tout ce que ça m'a apporté. Ça m'a apporté, à minima, ce que je peux dire, déjà, une accélération drastique de ma professionnalisation, de ma capacité à comprendre ce que c'est le monde professionnel, ce que c'est être pro, etc. Parce que, quand t'es étudiant, tu t'es à milieu de te rendre compte vraiment de ce que c'est le monde pro. Donc, ça a accéléré ça puissance 1000. Au bout de 6 mois, t'as pas le choix, en fait. Le monde vient à toi, quoi. T'apprends 1000 fois plus vite ton métier que si t'es bercé par la tranquillité d'un salaire et d'une entreprise. Déjà, première chose, ça m'a appris le monde professionnel vitesse grand V, et en plus, ça me l'a appris. J'ai gardé à travers cet apprentissage ma propre posture. Comme je l'ai construit par moi-même, ma compréhension du monde professionnel, j'ai construit une originalité. Je l'ai pas construit comme j'ai pas construit ma posture professionnelle de la même façon que quelqu'un qui va vers le salariat directement et qui va la construire telle qu'on l'attend de lui. Moi, je l'ai construit à ma façon en tant qu'entrepreneur. Ça m'a apporté énormément de réseau, qui est derrière, c'est comme ça que j'ai rencontré Stéphane. Stéphane, c'était mon client avant d'être mon associé. Donc, c'était mon client sur la première société. Donc, je monte un deuxième projet entrepreneurial avec quelqu'un qui avant a été dans mon réseau professionnel sur la première société. C'est logique. Plein de réseaux qui aujourd'hui, en tout cas au moins dans l'écosystème lyonnais et parisien, m'apportent encore plein de choses. Ça m'a apporté aussi, mais ça c'est plus spécifique au métier qu'on faisait. On était une boîte de conseil, et surtout les 2 premières années, je dirigeais l'entreprise, mais je faisais aussi beaucoup de conseils parce que au début, t'as pas encore des salariés, etc. En fait, du coup, j'ai fait du conseil, mais à ma manière, pas à la manière McKinsey ou quoi. Le consulting a ça d'intéressant que tu apprends énormément à externaliser des processus de pensée dans de la méthode. C'est un métier de méthode. Tu crées des méthodes, tu vends des méthodes, t'appliques des méthodes, et ça permet en fait, tu vends ta personne, ton intelligence, mais tu la marketes dans un produit qui s'appelle une méthode, et c'est ça qui est compréhensible par l'entreprise et qui permet de suivre la création de valeur que tu lui apportes. Et en fait, le fait constamment d'externaliser des processus de pensée dans des méthodes, déjà, c'est très sain pour apprendre à penser. C'est quelque chose qui permet, t'apprends à une autonomie créative, en fait, à savoir comment tes idées fonctionnent, comment ton cerveau fonctionne. C'est beaucoup voilà, tu t'apprends à structurer et tout. C'est assez, ça développe beaucoup une certaine forme d'intelligence. Et c'est marrant parce que, en plus, aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle, de plus en plus, il y a une des grandes questions de l'IA, c'est de bien parler à des IA. Les IA se mettent à comprendre, entre grandes guillemets, le langage humain, et on va de plus en plus parler à nos machines pour leur faire faire ce qu'on souhaite qu'elles fassent. Et en fait, pour faire faire à une machine ce que tu veux qu'elle fasse, il faut déjà être capable de le formuler. Et en fait, externaliser les processus de pensée, c'est ce que tu retrouves dans ce qu'on appelle donc le prompt engineering, l'art de bien parler à une IA, l'ingénierie de requête. Et moi, par exemple, je fais beaucoup de recherches autour du prompt engineering dédié à la créativité, et j'essaye de concevoir des prompts, donc des demandes en langage naturel faites à l'IA, qui soient des espèces de méthodes de créativité, qui ensuite tu la balances dans l'IA, et l'IA va devenir un assistant créatif super efficace parce que tu lui as mis dans son cerveau à elle, cerveau numérique, la méthode. Donc en fait, être capable d'exprimer des méthodes de pensée, c'est super efficace pour les dialogues humain-machine qui sont rendus possibles par l'IA moderne. Donc c'est très drôle parce que je me suis rendu compte de ça, le fait que je sois bon en prompt engineering, ou en tout cas que ça soit assez naturel pour moi, je m'en suis rendu compte en assez grande partie du fait que je sois passé par les métiers du consulting.
Incroyable. Ok. Donc tu vois des choses Bon, très générales, mais des choses très spécifiques aussi. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant et du coup, ça nous fait une très bonne transition vers l'intelligence artificielle, T'as vu? puisque du coup, ça fait grandement partie de ta vie aujourd'hui, C'est clair. parce que finalement, tu fais des conférences là-dessus, t'as écrit un livre dessus et tu publies dessus sur LinkedIn et puis du coup, tu vas monter des projets là-dessus. Alors, comment t'as mis le pied dedans? Qu'est-ce que c'est peut-être aussi? Enfin, on va peut-être redéfinir un petit peu tout ça parce que t'as parlé de prompt engineering. Je pense que personne ne sait ce que c'est. Ouais. Mais C'est pour ça que j'ai traduit l'art de bien parler à une IA. bon, l'art de pas bien parler une IA. Alors l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui existe depuis les années 50, qui est né dans l'informatique, c'est un domaine de l'informatique. Pour faire très vite, donc il s'est développé jusqu'au début du XXe siècle de façon un peu tranquille et plutôt du point de vue de la recherche. Alors il y avait eu dans les années 80 les systèmes experts, mais c'était vraiment, aujourd'hui on appellerait plus ça de l'intelligence artificielle. À partir des années 2000, on a commencé à vraiment monter en puissance sur l'intelligence artificielle parce que une grosse partie de l'intelligence artificielle est ce qui aujourd'hui produit la révolution qu'on connaît avec par exemple ChatGPT, ça au moins ça parle aux gens, a priori c'est le mot-clé qui va bien. Toute cette branche-là de l'intelligence artificielle, qui est que une des branches, mais qui est actuellement la plus active et celle qui produit des résultats industriels importants, c'est fondé sur ce qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels. Donc, c'est des algorithmes qui simulent un peu le fonctionnement des réseaux de neurones humains. C'est pas exactement pareil, mais ça s'est bio-inspiré, on va dire, du cerveau humain. Et c'est des algorithmes qui sont capables d'apprendre. Pour apprendre, ils vont faire un peu comme quand tu apprends à un enfant, par exemple, les animaux. Tu lui montres un livre d'images, tu pointes un animal, il dit, je sais pas, c'est une girafe. Tu dis, non, ça c'est un éléphant. Après, tu lui montres autre chose, il dit girafe. Tu dis, oui, c'est bien, ça c'est une girafe. Tu lui montres autre chose, il dit oiseau. Tu dis, non, ça c'est un crocodile. Et en fait, par essai-erreur, l'enfant va apprendre et puis au bout de quelques itérations, il aura compris ce qu'est un éléphant, ce qu'est une girafe, etc. Et il aura appris. C'est un peu ce qui se passe dans ces algorithmes, sauf que ces algorithmes fonctionnant avec des techniques d'apprentissage un peu différentes, on a besoin d'avoir énormément d'exemples à montrer à l'algorithme. Donc typiquement, tu vas montrer 1 million d'images de chats, de chiens, d'autruches et de crocodiles à ton algorithme. Il va à chaque fois essayer de deviner ce qui est sur l'image. À chaque fois, tu vas lui dire ce qu'il y avait en effet sur l'image. Donc il faut des images qu'on appelle étiquetées, des images avec écrit en dessous ce qu'il y a dessus. Et à chaque fois, l'algorithme va transformer légèrement son organisation interne, donc il va modifier son réseau de neurones, comme notre cerveau qui modifie constamment le réseau de neurones qu'on a. Il va modifier ce réseau de neurones pour être un peu plus proche de ce qu'il aurait dû être pour donner la bonne réponse. On est capable de mathématiquement de modéliser ce principe en calculant l'erreur et en faisant en sorte que cette erreur amène à une transformation des connexions neuronales à l'intérieur du réseau de neurones artificiels. Et donc petit à petit, ces algorithmes vont apprendre. Ils vont apprendre à partir de données qu'on va leur fournir. Et il y a besoin donc d'avoir ces données. Donc ce type d'IA a pu devenir crédible avec la révolution numérique grand public qui a fait exploser le nombre de données dans le monde digital. Tout d'un coup, tout le monde produisait de la donnée. Par exemple, tout le monde a déjà rempli un petit CAPTCHA, ces petites boîtes là où on dit « je ne suis pas un robot ». En fait, ça ne sert qu'à une seule chose, c'est à entraîner des IA. Avant, on voulait que des IA soient capables de lire du caractère écrit sur des images, ce qu'on appelle de l'OCR. Donc, par exemple, tu passes un document avec écrit à la main et ça te le transforme en un Word. Pour être capable de faire ça, on avait besoin de montrer plein de documents écrits à la main en disant à chaque fois à la machine, ben voilà ce qu'il y a écrit, pour qu'elle puisse apprendre à le faire. Et donc, à un moment, les petits CAPTCHA, t'avais des chiffres et des lettres un peu en bordel avec des petits traits à droite à gauche et tu devais dire ce qu'il y avait. Et ben en fait, là, tu étais en train à chaque fois d'entraîner une IA, tu étais en train de labelliser une donnée pour donner à manger à l'IA. Ensuite, on voulait faire des voitures autonomes, donc il fallait identifier sur les images où étaient les panneaux de signalisation et les passages piétons. Donc, tu avais ces petites grilles où tu cliquais. En ce moment, le grand enjeu, c'est d'apprendre à une IA à générer de la 3D. Donc, de plus en plus, tu as des CAPTCHA où tu as un petit objet 3D et tu dois le mettre dans la bonne position par rapport à une flèche. Donc, t'es peut-être pas encore tombé dessus, mais tu vas pas tarder à tomber dessus, tu verras, ça sort de plus en plus. Ou alors avoir une petite pièce de puzzle que tu glisses dans une image. Parce que ça, c'est... Binance le fait, ça. Voilà, c'est typiquement les techniques d'apprentissage qu'on utilise pour les IA qui sont derrière Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E, etc. On veut en fait avoir une image et que l'IA soit capable de reconstruire les bouts manquants. C'est à chaque fois des techniques, des tâches d'apprentissage comme ça. Donc l'intelligence artificielle, pour faire très simple, c'est des algorithmes. Une grosse partie de l'IA moderne et qui a un impact, c'est des algorithmes qui sont capables d'apprendre. Et une fois qu'ils ont appris, ça permet d'automatiser certaines tâches. Par exemple, tu montres à un algorithme, pour reprendre l'exemple des images, tu montres à un algorithme plein de radiologie,
tu lui dis à chaque fois s'il y a une fracture ou s'il n'y a pas de fracture dessus. Et l'algorithme va apprendre à repérer ce qu'il y a une fracture sur une image et ensuite tu lui montres une nouvelle radio, il va faire un diagnostic automatique. Donc le radiologue n'a plus besoin d'identifier une fracture sur une radio, l'algorithme peut le faire tout seul, il réalise une tâche cognitive d'identification de la fracture et peut-être que le radiologue peut se concentrer plus sur la relation avec le patient, l'explication de la thérapie, etc. Et cette révolution, donc, entre les années 2000 et les années 2015, en gros, elle s'est beaucoup développée. C'est ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage machine. Ouais. Ça a même donné le deep learning. Donc là, c'est des réseaux de neurones qui sont très profonds, où il y a beaucoup de neurones dans le réseau. C'est des très gros réseaux. Et c'est très puissant pour automatiser des tâches très précises. Pour chaque tâche, tu as besoin d'énormément de données et aussi de beaucoup plus de puissance de calcul. Le grand basculement qu'on vit en ce moment, et ChatGPT en est la face immergée, c'est que on a développé des nouvelles techniques d'apprentissage, notamment ce qu'on appelle l'apprentissage auto-supervisé, des tâches de pré-entraînement, etc. Enfin bon, il y a tout un jargon technique. L'idée, c'est que au lieu d'entraîner un modèle à faire une tâche très précise, on va entraîner un modèle beaucoup plus gros à être complètement généraliste sur un domaine. Et ensuite, il pourra faire plein de choses dans ce domaine-là. Typiquement, avant, si tu voulais avoir un algorithme qui classait automatiquement des commentaires positifs et négatifs sur ta chaîne YouTube, fallait lui montrer 300 000 commentaires positifs et négatifs pour qu'il soit capable ensuite de faire cette tâche. Il faut énormément de commentaires, c'est super lourd, il faut de la puissance de calcul, c'est chiant. Maintenant, GPT, on l'a entraîné sur toute la langue humaine. Il a une compréhension globale de ce qu'est la langue humaine, et donc tu lui montres des commentaires positifs et négatifs, sans même lui donner des données d'entraînement, il est capable de séparer et de dire ça c'est positif, négatif. Et si tu veux vraiment qu'il soit pertinent, tu vas lui montrer 3 exemples positifs, 3 exemples négatifs, et il va être capable de généraliser. Donc, c'est des intelligences artificielles qui sont beaucoup plus généralistes à l'intérieur d'un domaine donné. GPT, c'est à l'intérieur de la langue. Il y en a qui c'est à l'intérieur des images. Il y en a c'est à l'intérieur de la 3D, etc. Mais ils sont beaucoup plus généralistes. C'est ce qu'on appelle des modèles fondations, parce qu'ils peuvent être fondations pour plein d'autres usages. Et ce qui est radical, c'est qu'en fait, ça rend l'IA triviale pour tout le monde. Le grand public peut faire de l'IA, alors qu'avant, il aurait fallu que le grand public ait des millions de données à utiliser et de la puissance de calcul. Enfin, c'est pas possible. Maintenant, tout le monde peut utiliser l'IA. Une entreprise, même une TPE, PME qui a très peu de données, elle prend un modèle fondation, elle lui montre quelques données liées à son entreprise et le modèle fondation est capable de s'adapter pour des tâches très efficaces dans le cadre métier de l'entreprise, etc. Donc, ça commoditise l'accès à l'intelligence artificielle et c'est pour ça que là, c'est une révolution qui est fondamentale de société, que ça va tout changer. C'est que tout le monde va pouvoir faire de l'IA. Il y a plus de barrière à l'entrée. On n'a plus besoin d'avoir beaucoup de données. On n'a plus besoin d'avoir de puissance de calcul. On n'a plus besoin d'avoir 15 ingénieurs IA. Pour certains usages, oui, mais tout le monde commence à pouvoir utiliser l'IA. C'est devenu grand public. Comment ça se fait qu'il y a eu autant de temps, tu vois? Pourquoi il y a eu 15, 20 ans, tu vois, 20 ans même, ouais, Alors, il y a des raisons qui sont par exemple liées à la puissance de calcul. Pour faire un GPT, il faut quand même une puissance de calcul vraiment incroyable. Enfin, en 2010, on l'avait pas. Peut-être qu'en 2015, 2016, 2017, on commençait à l'avoir. Et puis surtout, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, il y a eu un article de recherche qui s'appelle Attention is all you need par des chercheurs de Google qui a introduit un nouveau type d'algorithme qui s'appelle les transformers. Les transformers, c'est le T de GPT. Ça veut dire Generative Pre-trained Transformers. Et en fait, cet algorithme, quand le papier de recherche sort, tout d'un coup, toute la communauté scientifique sait qu'il vient de se passer un truc important. C'est fondé sur les réseaux de neurones, c'est les mêmes technologies que ce qu'on faisait avant au niveau fondamental, mais ça les organise d'une certaine façon, c'est plusieurs réseaux de neurones organisés d'une certaine façon qui permet un traitement de la donnée à très grande échelle, extrêmement efficace. Et donc, c'est cet algorithme qui va permettre derrière, donc ça c'est la révolution technique, ça va permettre de concevoir des modèles fondations parce qu'on va pouvoir passer beaucoup plus de données, beaucoup plus généralistes avec des nouveaux types de tâches d'entraînement qui vont permettre à l'algorithme d'être généraliste. Donc la révolution technologique permet un nouveau modèle, un nouveau paradigme, les modèles fondations. Et ces modèles fondations permettent un nouveau type d'usage qu'on appelle les IA génératives. Tout d'un coup, on a des modèles tellement généraux que, en plus de pouvoir optimiser, automatiser plein de tâches, ils peuvent aussi générer du contenu à l'intérieur de leur domaine de compréhension. Donc, GPT, c'est une IA générative pour la langue. Ça permet de générer du texte d'à peu près tout type. Et Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, c'est des IA génératives d'images. Elles ont une compréhension généraliste de ce que sont des images. Et donc, on peut leur demander de créer n'importe quel type d'image. T'avais l'avant qui était plutôt très mathématique où c'était 0 ou 1 et puis ça apprenait à faire une seule tâche.
Puis tu as aujourd'hui un peu la révolution qui est la génération, qui en fait touche plus à la création, au côté artistique. Et du coup, c'est tout le sujet de ton livre. Donc, je rappelle Hypercréation, qu'on mettra en description évidemment. La question, c'est est-ce que l'intelligence artificielle est créative du coup? Déjà, pour préciser un tout petit peu ce que tu disais, avant, on disait qu'on était sur de l'IA très restreinte. Et Oui. Aujourd'hui, on n'est pas encore à de l'IA générale, parce que ce qu'on appelle de l'IA générale, c'est de l'intelligence artificielle qui est capable de faire à peu près tout ce qu'un humain peut faire au niveau cognitif, ce qui est pas, ce qui est déjà limité, mais c'est quand même déjà pas mal. Aujourd'hui, on a des modèles qui sont encore restreints à certains domaines, mais qui, dans ces domaines, commencent à avoir une vraie généralité. Quand on voit GPT, on peut lui faire plein de choses différentes. Il a beaucoup plus de généralité qu'en effet les IA restreintes qu'on avait avant. Donc, c'est une étape assez importante. On a des algorithmes qui sont capables de générer des images depuis 2014, même bien avant, mais des algorithmes d'IA depuis 2014. C'est juste qu'en 2014, comme c'était de l'IA restreinte, tu étais obligé d'entraîner ton algorithme sur, par exemple, 300 images de Rembrandt pour faire un Rembrandt. Donc en fait, tu générais de la donnée que tu avais déjà. On s'en fout complètement. Personne n'a envie de générer la donnée qu'il a déjà. À partir du moment où on a des modèles fondations généralistes, on peut leur demander de générer de la donnée qu'on n'a pas encore. Qui est une espèce d'interpolation de toutes les données que le modèle a vu passer. Mais dans ces énormes espaces de sens, dans tout l'espace du langage, dans tout l'espace des images possibles, l'algorithme a beaucoup de zones pour travailler, pour générer des images qu'il a jamais vues. Il est capable de comprendre ce qu'est une image et donc d'en générer vraiment des nouvelles. Donc les IA génératives existent depuis 2014, mais elles deviennent intéressantes parce qu'on a des modèles fondations qui permettent de générer de la nouvelle donnée qu'on n'avait pas encore. Et là, c'est incroyable. Et donc là, ça vient toucher à la question de la créativité, puisqu'on génère de la nouvelle donnée. On parle d'IA générative, pas d'IA créative, c'est pas pour rien. Elle génère du contenu, mais les IA comme Midjourney, etc., dans mon livre, j'ai toute une réflexion qui me permet de tirer 3 types de ce que j'appelle des cyborgs. J'essaie de réinventer le mot cyborg, c'est pas les cyborgs tels qu'on les connaît, c'est C-borg, c'est les creative borg, donc c'est les machines douées de créativité. Je réinvente un peu le mot. Je tire 3 types de cyborg. Le type 1, c'est plutôt ces IA génératives qu'en fait on contrôle complètement. Alors elles peuvent donner un espèce de sens, de sentiment de créativité, parce que des fois elles vont créer du contenu qui sera nouveau et très original. On s'y attendait pas, mais c'est toujours l'humain qui a demandé ce type de contenu et qui est au pilotage de l'acte créatif global. C'est des cyborgs que j'appelle contrôlables. C'est beaucoup plus des outils au service de la créativité humaine que de la créativité autonome. Mais elles viennent déjà poser cette question, elles génèrent du contenu neuf, parfois original, etc. Donc elles ont des caractéristiques liées à la créativité très concrètes. Mais c'est encore des outils quand même au service d'une créativité qui globalement, intentionnellement reste humaine. Par contre, ça c'est que la révolution dont on parle actuellement. Ce qui se passe à côté dans les labos et de moins en moins dans les labos, enfin en tout cas maintenant de plus en plus aussi dans le monde réel de la société, de l'industrie, etc. C'est l'arrivée d'autres types d'algorithmes, notamment qui sont fondés sur ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Enfin c'est d'autres types d'apprentissage pour rendre l'algorithme intelligent. Et on commence à avoir, c'est des cyborgs de type 2, des algorithmes qui sont capables d'explorer par eux-mêmes, sans explorer à travers les données humaines. Donc c'est pas, ils sont pas en train d'imiter les données humaines dans leur création. Ils sont vraiment en train d'explorer par eux-mêmes un environnement et de construire leur compréhension de cet environnement, et donc des fois d'y découvrir des choses qu'on n'aurait jamais découvert en tant qu'humain et auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et donc là, ces algorithmes commencent vraiment à nous étonner, et même on est surpris qu'ils nous étonnent parce que on s'attendait pas à ce qu'ils fassent cette découverte-là. Et donc ils commencent à faire preuve d'une créativité qui est encore liée à ce que l'humain, à l'environnement que l'humain a construit pour eux. Je donne l'exemple en effet de l'algorithme AlphaGo, qui a eu un tournoi de Go entre AlphaGo et Lee Sedol, le plus grand joueur mondial à cette époque-là. C'était en 2017. Et AlphaGo, à la deuxième partie, joue un coup, le 37e coup, qui est complètement original et en même temps extrêmement efficace et que jamais un grand maître humain aurait joué. Et en effet, cet algorithme a été entraîné en grande partie en jouant contre lui-même pour découvrir le Go par lui-même. Et donc, il nous a permis de voir des coups complètement neufs qu'on n'aurait jamais imaginés, qui ont été tout de suite considérés comme étant très créatifs. Et là, même si c'est nous qui avons dit à l'algorithme, joue au Go, et si tu trouves des choses intéressantes, génial, joue-les, on s'attendait pas à ce qu'il joue des choses créatives. Donc, il est encore orienté par l'environnement du Go dans lequel on l'a mis, mais il commence à avoir une
un début de créativité par lui-même. C'est pas nos propres données qui limitent pour être créatif, c'est vraiment sa construction de l'environnement qui lui permet d'apporter quelque chose de neuf et d'original. Et puis il y a les cyborgs de type 3. En gros, on leur dit même plus dans quel environnement et quel type de tâches on veut qu'ils réalisent. C'est des algorithmes qui sont très liés à la robotique, qu'on va mettre dans des robots dans le monde réel et qui font partie de ce qu'on appelle l'IA développementale, entre autres, ou de l'IA constructiviste, etc., où on va en fait simplement leur coder un principe de curiosité. Alors j'explique dans le bouquin comment on fait ça. On va coder la curiosité, une espèce de curiosité intrinsèque, et tout ce que va vouloir faire l'algorithme, c'est découvrir un maximum son environnement. Et en faisant ça, du coup, pour le découvrir, il va mener des expérimentations sur cet environnement, il va le modéliser complètement à sa façon, comme un enfant qui se développerait dans le monde, et il va parfois faire des choses qui sont très créatives, réaliser des productions qu'on n'attendait pas du tout, et qui sont pas du tout orientées par l'humain. Et là, on commence à vraiment avoir les débuts d'une créativité autonome. Ça, par contre, c'est du domaine de la recherche pure. Pour l'instant, c'est dans les labos. Les cyborgs de type 1, c'est dans le grand public, c'est les IA génératives et tout. Les cyborgs de type 2, ça commence à arriver. On commence à avoir quelques usages assez importants. Là, il y a eu un usage dans l'informatique qui a été incroyable. Un algorithme d'IA qui a découvert un nouvel algorithme auquel on n'avait jamais pensé, très fondamental, etc. Et puis, le type 3, ça se rapproche de l'intelligence artificielle générale. C'est vraiment des algorithmes qui vont commencer à avoir presque une vie intérieure, en fait, qui sera pas du tout celle de l'être humain, pas du tout la même, mais ils vont construire un rapport développemental au monde en interagissant avec lui, et donc, petit à petit, on va perdre le suivi exact de ce qui se passe dans la machine, et quand elle va créer des choses auxquelles on s'attendait pas, on n'aura pas d'autre choix que de dire, bah oui, c'est créatif. La machine est créative par elle-même. Ça pose des énormes questions philosophiques, sociétales, légales, etc. Et donc, pour l'instant, c'est que dans le monde de la recherche. Mais dans le bouquin, j'explore l'impact que ce type d'approche peut avoir pour le monde humain, puisque c'est une question très importante à se poser. Enfin, c'est des machines qui viennent toucher à notre humanité de façon très, très, très directe, en fait. Ça remet en question aussi notre place dans l'univers et notre rapport à la machine. Et moi, que je trouve hyper intéressant dans le livre, savoir en fait, parce qu'il y a, on va dire un peu deux camps, c'est ceux qui pensent que les machines vont nous remplacer et ceux qui pensent que c'est incroyable et du coup, oui, let's go, nous remplacer, tu vois. Alors qu'en fait, faut un peu séparer les deux, c'est pas si binaire que ça. Et puis en fait, on peut aussi apprendre à vivre avec, quoi, tu vois. Ouais, le dernier chapitre de mon livre s'appelle Vivre ensemble, et c'est à la fois un début, parce que la suite, le deuxième bouquin sera beaucoup plus sur ces éléments de construction d'une société autour de l'IA. C'est des débuts de réflexion sur justement le vivre ensemble avec des machines de plus en plus intelligentes, ou en tout cas qui ont un certain type d'intelligence, qui n'est pas la même intelligence que l'intelligence humaine. Encore une fois, c'est un type d'intelligence qu'on peut tout à fait développer comme étant complémentaire. Donc justement, comment on construit un vivre ensemble qui soit plutôt positif avec ce type de machine. Aussi, ça pose des questions, par exemple, écologiques, voilà, parce que c'est un coût énergétique. Donc comment on le prend en compte et comment on va là où ça vaut le coup et pas là où ça vaut pas le coup, etc. Un vivre ensemble aussi, en fait, entre l'humain et lui-même, comment ça vient blesser notre orgueil humain, et c'est vrai. Des machines peuvent être créatives, c'est un nouveau lien au divin qui se brise, tu vois. La création, il y a cette espèce de mystique de la création, c'est l'inspiration qui est déposée par les muses divines dans l'esprit du poète. Alors que quand tu fais un peu d'éthologie et de zoologie, tu découvres que dans des populations animales, il y a des comportements extrêmement créatifs, que l'évolution naturelle est un processus créatif, que dans une machine tu peux avoir de la créativité. Enfin, tu te rends compte que la créativité, c'est pas du tout un truc spécifiquement humain. C'est encore un des grands mythes de l'orgueil humain. On a besoin de se trouver une spécificité. Donc à un moment, c'était on était carrément les créatures de Dieu. Après, il y a eu le monde scientifique, on avait l'accès à la raison, la rationalité reine. Et puis en fait, une calculatrice est meilleure en calcul que nous, de fait. Donc ok, c'est peut-être pas ça. C'est la créativité. On est beau et coloré parce qu'on est capable de créativité. Merde, il y a des animaux et des machines qui peuvent être créatifs. À chaque fois, c'est une blessure dans notre orgueil. Mais cette blessure, elle nous fait gagner en maturité. C'est comme l'adolescent qui se croit tout surpuissant. Il a besoin d'un chagrin d'amour pour grandir et pour devenir adulte. On se prend un peu des chagrins d'amour sur notre orgueil et ça nous fait grandir en termes d'humanité. Donc, je pense qu'il faut essayer de l'accepter. Et après, ça peut nous permettre de construire un rapport beaucoup plus sage et plus sain dans la vision qu'on a de ce qu'est un être humain. Non, l'être humain a pas quelque chose de spécifique et de divin dans l'ordre de l'univers. Par contre, il a une beauté propre qu'on peut décrire, j'en parle beaucoup dans le livre, une beauté, je vais utiliser beaucoup le mot de la tendresse par exemple, des choses comme ça. Et il y a plein de façons de penser l'humain
de façon très belle quand on accepte que c'est une espèce de culte de performance, rationalité, créativité soit mise en cause par la machine. En fait, oui, si le radiologue est mis en cause dans son acte technique par la machine, bah, moi ça me fait pas trop peur parce que ça veut ça va peut-être vouloir dire qu'il va enfin pouvoir se concentrer sur ce qui compte vraiment dans la médecine, le care, le soin, la relation au patient, qui fait une grosse partie de la guérison en fait. Ça nous invite à reconstruire des rapports plus humains en fait. Complètement. Et toi, justement, tu parles du radiologue, mais si on prend ton exemple en tant que entrepreneur, auteur, etc., qu'est-ce que toi ça t'apporte et comment tu utilises l'intelligence artificielle un peu au quotidien ou dans ta vie, mis à part y réfléchir dessus, tu vois? Moi là c'est assez radical en vrai depuis. Alors déjà avant la révolution actuelle, j'utilisais assez régulièrement de l'IA, mais sur des petits systèmes, plutôt à titre expérimental, etc. Ou alors dans des projets d'IA que j'accompagnais, mais là avec la dimension industrielle du projet. Mais là, depuis la révolution de l'IA et des modèles la révolution actuelle de l'IA avec les modèles fondations qui rendent ça très très accessible, j'utilise de l'IA. J'utilise au moins une dizaine de systèmes d'IA complètement régulièrement et tous les jours, l'IA m'accompagne dans mon quotidien professionnel notamment. ChatGPT ou des équivalents, peut-être entre 5 et 20 fois par jour selon les moments. Mon quotidien professionnel, j'ai complètement intégré l'intelligence artificielle dans mon quotidien et je suis 1 million de fois plus créatif avec l'IA qu'avant. Ah ouais. Ouais. Et là, il y a même des questions à se poser. Et moi, j'y fais gaffe aussi. Je parlais des réseaux sociaux. Il faut pas devenir dépendant de cet usage-là. Si à un moment je ne peux plus rien faire sans IA, ça me posera un vrai problème. Donc évidemment, j'essaye de trouver là où ça a du sens, etc. Mais comme c'est aussi important pour moi de bien connaître le sujet pour ma posture de conférencier, ma posture publique, d'approfondir toutes les questions que ça pose pour mes écrits et mes livres, etc. Évidemment, j'ai besoin d'expérimenter un maximum et d'être très plongé dedans. Ça, c'est évident. Mais en plus, pour l'instant, ça fait que augmenter ma capacité créative. Et donc, je l'utilise de 1000 façons différentes. En fait, j'ai complètement le réflexe IA, c'est-à-dire que dès que je fais quelque chose, je fais participer l'IA pratiquement. Et j'ai une lumière qui s'allume de comment l'IA va pouvoir intégrer ce que je suis en train de faire pour que ça soit mieux. Voilà. Pour que ça soit... C'est pas tant plus rapide, un peu sur certaines choses, mais c'est surtout mieux en fait. J'augmente beaucoup la valeur de ce que je fais. Ça te libère surtout peut-être de la charge pour en fait te concentrer sur autre chose, quoi. Complètement. Les exemples que j'ai personnels, à part te dire que par exemple, si j'ai des exemples personnels qui sont un peu basiques et qui servent, par exemple quand j'écris mes posts sur LinkedIn, une fois que je les écris moi-même, je suis auteur, j'ai quand même un peu envie de les écrire et qu'il y ait mon style, ma qualité, etc. J'en ai fait écrire 2 par ChatGPT, mais qui étaient exprès des expérimentations où c'était dit que c'était fait que c'était écrit par ChatGPT et il y avait vraiment un sens à ça. Tout le reste j'écris moi-même. Mais quand j'ai écrit mon post, je le balance dans GPT et je lui demande de m'ajouter un émoticône par ligne, etc. Pour la mise en forme de mon post. Et puis les images que j'associe à mes posts, je les fais générer par de l'IA aussi. Alors j'ai toute une recherche un peu dans ma ligne graphique qui est assez forte, je crois, sur mon LinkedIn. Mais c'est des IA qui génèrent ces images-là. Donc, ne serait-ce que pour des posts LinkedIn, tu vois, des petites choses comme ça, pour ajouter des émoticônes, au lieu de me faire chier à chaque fois à aller chercher les bons émoticônes, à réfléchir à quel émoticône, je dis à l'IA, voilà mon post, pour chaque petit paragraphe, ajoute-moi un émoticône qui soit à la fois pertinent par rapport au paragraphe et coloré et original, et elle me ressort mon post avec des petits émoticônes partout, copier-coller, pouf. Donc ça, ça me fait gagner 15 minutes. Mais ces 15 minutes qui ont aucune valeur pour moi, c'est juste de la mise en forme qui ajoute, mais ça ajoute de la valeur pour le lecteur parce que c'est plus. Puis je change 1 ou 2 émoticônes quand ils me vont pas, mais dans l'ensemble, GPT le fait très bien. Ça, c'est un peu plus catchy pour la lecture et voilà, ça marche bien. Donc, il y a des petites tâches comme ça. Il y a des choses beaucoup plus énormes. J'ai créé une œuvre d'art collaborative à l'occasion de la sortie de mon livre. J'ai un morceau. Et t'en as un des fragments, donc en effet, il y a 180 fragments et t'en as un. J'ai utilisé 4 systèmes d'IA pour construire cette œuvre. J'aurais jamais pu le faire sans ces systèmes d'IA, tout simplement parce que j'ai pas les compétences graphiques, etc. Et puis, il y a toute une partie de l'œuvre qui se passe en ligne avec un système d'interaction, avec et de la musique et donc une plateforme web où il y a du code. La musique, c'est l'IA qui l'a générée. Donc le visuel, c'est l'IA qui l'a généré, comme je disais déjà. Et la plateforme web, 80% du code, c'est l'IA qui l'a pondu. Alors, je sais coder, donc j'ai pu brancher les tuyaux et faire en sorte que les petits bugs, les petits trucs, voilà, et savoir où vont les choses. Mais
j'aurais jamais codé ça en une journée avec ce niveau de qualité et ce niveau enfin voilà, à un moment il y a quand tu dévoiles ton fragment, tu le vois qui tourne en 3D, je sais pas si tu te rappelles, faire en sorte que dans ton navigateur tu aies un objet 3D qui tourne comme ça, c'est ultra chiant à coder, mais c'est de la géométrie, des sinus, des cosinus, tout ce que tu veux, c'est ultra chiant. Je l'aurais jamais fait sinon. L'IA, je lui demande de le faire, elle me pond le code en 4 secondes, je fais copier-coller, ça marche. C'est ouf. Et pour donner un autre usage un peu qui peut marquer, c'est que pour quelqu'un que tu connais, la dernière fois, donc le directeur pédagogique de l'école était en train je le vois, il avait l'air assez mécontent, il était grognon. Et donc je lui dis qu'est-ce qui se passe, t'as l'air de passer un mauvais moment. Il me dit je suis en train de modifier les maquettes pédagogiques. Donc les maquettes pédagogiques, c'est des énormes Excel dans lesquels il y a écrit tout ce que nos étudiants font tout au long de l'année. Donc c'est des trucs un peu imbitables, il y a que le directeur pédagogique qui s'y retrouve. Mais c'est des documents super importants et fondamentaux. C'est une des valeurs énormes d'une école. Tu le sais, cette année, on a créé des parcours en 2e année. Et donc, ils devaient modifier toute la maquette pédagogique pour qu'elle corresponde à ces parcours. Mais c'était des modifications assez récurrentes. Ils devaient modifier des couleurs, changer des cases d'ordre, etc. Et donc, il me dit, je suis en train de faire cette modification, ça va me prendre 3 heures. C'est nécessaire, mais c'est chiant. Je lui dis, c'est pas une tâche pour un humain si c'est répétitif. Il dit, oui, certes, j'aimerais bien l'automatiser, j'y ai pensé, mais je ne sais pas coder en VBA, qui est le langage de programmation d'Excel. Donc je lui dis, oui, mais coder, c'est plus une tâche pour un humain. Décris à ChatGPT exactement ce que tu veux faire, demande-lui de te pondre le code VBA, copie-colle et lance. Et donc, on a fait ça, et voilà, ça permet de gagner 3 heures, quoi. En une fois, juste avec un prompt. Il y a eu un aller-retour pour affiner le prompt, parce qu'au début, on avait mal expliqué ce qu'on voulait, parce qu'on l'a lancé, et ça n'a pas fait exactement le bon truc, c'était un peu buggé. Donc, tu fais CTRL Z, et quand tu as fait le prompt propre, il te sort le code, en effet, tu fais copier-coller, et si tu lui as bien décrit, Moi, je remplis plus un seul Excel à la main, je demande à ChatGPT de me prendre un script en Python qui va remplir l'Excel, etc. Enfin, voilà, c'est incroyable. Je fais des tunnels d'automatisation où je demande à ChatGPT en effet de me pondre 3-4 scripts, de les interfacer avec les bonnes API, les bons Excel, les bons Google Sheets, les bons ceci, les bons cela. Il me pond tous les scripts, je les lance et le truc se fait tout seul. Enfin, c'est le fait que l'IA sache coder, c'est quand même un truc de fou, quoi. Mais pour l'instant, il faut savoir coder pour l'utiliser, pour ne serait-ce que savoir ce qui est possible. Par contre, demain, et puis connecter les tuyaux, quoi. Voilà, demain. J'imagine par exemple que tu veux créer une marketplace pour vendre des adaptateurs pour les téléphones. Tu parles à ton ordinateur, tu dis ok, aujourd'hui on va créer une marketplace. Code-moi une base de marketplace, paf, elle s'affiche à l'écran. Ok, mets le système de filtre à gauche, ajoute un système sur les marques et les couleurs, ajoute une belle image d'inspiration que tu génères pour le haut de la page. Crée-moi une baseline un peu catchy et puissante. Paf, paf, paf. Vas-y, sors-moi le code et mets-moi ça en ligne. En 2 heures, t'as une marketplace fonctionnelle en ligne, quoi. Ça va bouleverser notre monde, quoi. À partir du moment où tu auras cette interface de codage, où tu n'auras même plus besoin, parce que déjà le no-code, tu vois, moi j'ai fait mon site internet de ma boîte tout seul en no-code, où j'ai quand même passé du temps, tu vois, mais je veux dire, je sais pas coder, quoi. Je suis incapable de te sortir une ligne de code sur Python ou quoi que ce soit, donc j'ai quand même réussi à sortir un site internet qui est plutôt propre. J'ai rien qu'avec ça. Donc quand tu vas avoir un peu cette notion de no-code de l'IA, tu vois. Ah mais en ce moment, tout le no-code est en train de s'enflammer autour de cette question-là, parce que tu vas juste parler à ta machine, lui expliquer ce que tu veux. Quand elle va faire un truc terrible, qui est pas exactement ce que tu voulais, tu corriges. De temps en temps, s'il y a des ambiguïtés dans ce que tu dis, l'IA va te dire j'ai pas bien compris, précise-moi ça, et tu vas de plus en plus générer tout ton contenu comme ça. Tu pourras même avoir ta marketplace avec des éléments 3D, des trucs un peu stylés qui se baladent, etc. Il suffira de demander. Donc, c'est là où l'art de bien parler à une IA, on en parlait tout à l'heure, le prompt engineering devient assez fondamental parce que il va de plus en plus falloir comprendre un peu comment ces systèmes fonctionnent pour pouvoir leur parler. Mais la langue naturelle, le langage naturel est quand même vachement plus accessible au grand public que le code. Mais on n'est pas tous égaux face au langage naturel. C'est là que savoir expliciter des processus de pensée pour les mettre dans la machine, bien savoir décrire ses idées, ça a de la valeur, etc. Et une dernière question là-dessus, c'est à quel niveau on est? C'est-à-dire que là, on idéalise un petit peu les choses, de dire qu'avec le langage naturel, tu vois, on va pouvoir construire une marketplace et tout, on trouve ça incroyable. Tu penses que d'ici combien de temps on serait capable de faire ça? Alors, j'aime pas du tout donner des dates, parce qu'évidemment, tu te trompes toujours. Je peux te donner un gros ordre d'idée, mais c'est pas du tout un engagement, quoi. Déjà, c'est pas un engagement, j'aime pas non plus la posture gourou de c'est comme ça que ça va se passer, etc. Mais je peux, voilà. Mon feeling par rapport à tout ça, là, on est arrivé à maturité sur le text-to-text, le text-to-image et
on commence à avoir une assez bonne maturité sur le text-to-code, on va de plus en plus permettre à l'IA de générer des gros ensembles de code qui vont permettre de faire carrément des projets complets et pas juste des petits bouts de projets qu'on doit coller les uns aux autres. Donc ça, c'est en train d'arriver. Ça arrive à maturité là en ce moment. Derrière, la prochaine brique, c'est le texte ou vidéo. Pareil, on est à, je dirais, à 75%, on est là où on était l'été dernier dans le text to image, au text to vidéo. Donc, t'expliques à l'IA ce que tu veux et ta vidéo qui se génère. À mon avis, dans 2 ans, on a un film complet généré par une IA. À partir d'un brief, elle génère le script, la bande son, l'image, etc. Peut-être un film d'animation d'abord, mais même pas sûr. Après, donc l'étape suivante, c'est le texte ou 3D. Être capable de faire de la génération 3D, tu dis, bah vas-y, génère-moi un écureuil Stormtrooper. Bon, bah pouf, t'as ton truc en 3D. Donc ça, à mon avis, il y a encore quelques milestones à passer. Peut-être que là, 2 ans. Mais à tout moment, ça peut s'accélérer. Comme à tout moment, on peut se rendre compte qu'il y a une barrière très très compliquée à passer. Mais texte ou 3D, je pense pas. À mon avis, 2 ans, on devrait arriver à faire des choses très très badass. Et derrière, du coup, tu as le texte ou jeu vidéo. En fait, t'expliques à ta machine ce que tu veux comme jeu vidéo, elle te construit le jeu vidéo, l'environnement graphique, les personnages. T'as les PNJ intelligents parce que ils ont de l'IA à l'intérieur. J'ai fait un post là-dessus il y a pas longtemps. Enfin, et t'as presque un univers génératif qui génère un jeu vidéo au fil de la pensée. Donc, et ça, texte ou jeu vidéo, il y a déjà des boîtes qui se positionnent dessus. Il y a Opus.ai qui a montré des premières choses assez bluffantes. Et donc là, peut-être, je sais pas, 3 à 4 ans. Après, pour avoir un truc suffisamment mature pour que ça ait complètement transformé les différentes industries et que tu puisses avoir des interfaces sur lesquelles tu conçois ta marketplace en parlant à ton ordi, qui sera peut-être même plus un ordi du coup, et c'est là que le Vision Pro d'Apple prend aussi du sens parce que bah tu commences à juste parler et mobiliser des éléments, etc. Je pense qu'il y a quand même un horizon 10 ans, tu vois. Parce qu'il y a de l'acceptabilité humaine, il y a le transfert de la technologie au grand public, il y a entre le moment où ça marche assez bien et le moment où ça marche vraiment suffisamment bien pour que ça soit un produit, il y a un gap, des notions aussi légales, éthiques qui vont venir ralentir un peu le tout, et c'est très bien, ça permet une adoption humaine un peu plus envisageable, parce que pour l'instant ça va beaucoup trop vite. Donc voilà. Et je dirais que, enfin, tu vois, par exemple, Elon Musk considère qu'en 2028, on aura de l'IA générale qui est capable de faire tout ce qu'un humain peut faire. Je m'avance pas. Par contre, dans un horizon 10 ans, qu'on ait radicalement transformé la façon d'interagir avec le numérique, que ça soit le langage naturel qui soit notre interface numéro 1 et qu'on soit capable de générer à peu près n'importe quel type de contenu numérique, à un horizon 10 ans, je pense que je me mouille pas trop. On idéalise aussi le truc, mais on minimise la quantité de travail qu'il y a derrière et en fait, la montagne qui est encore à passer. Et comme tu le disais, non seulement en termes d'acceptation dans notre société, mais aussi en acceptation, légale et juridique et tout ça, quoi. Donc, ça va beaucoup plus doucement que la tech, parce qu'en ce moment, la tech, elle gambarde, c'est impressionnant. Toutes les semaines, il y a des ruptures. On a vraiment ouvert une boîte de Pandore. À un moment, elle va avoir ses limites et il faudra trouver d'autres choses, mais la boîte de Pandore des Transformers et de tout ce que ça a donné comme révolution, on en est qu'au début. Et là, dans les 2-3 prochaines années, il faut vraiment s'attendre à avoir une vague, une grappe d'innovation autour de ça, d'une rapidité et d'une radicalité, je pense, qu'on n'a jamais vécu. À mon avis, c'est beaucoup plus radical et beaucoup plus rapide que l'arrivée d'Internet. Et ça va, pendant 2-3 ans, là, peut-être après que ça va continuer et même s'accélérer, j'en sais rien, mais en tout cas, pendant 2-3 ans, je pense qu'il faut s'attendre à ce que ça aille très, très, très vite. Ce qui veut dire aussi qu'il y a des opportunités de dingue pour des entrepreneurs. Bien sûr. Comment toi, tu te positionnes pour la suite ? Quelles sont tes envies ? Quels sont tes objectifs ? C'est quoi ton ambition un petit peu là-dedans ? Parce qu'on a parlé de comment tu t'es construit, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? C'est quoi un peu la suite ? C'est très difficile à dire, c'est-à-dire que moi, mon ambition globale, si tu veux, il y a l'ambition un peu réaliste que je veux faire, en effet, et l'ambition un peu plus méta, l'ambition, plus la mission dans laquelle je m'inscris. La mission dans laquelle je m'inscris, elle est presque philosophique et poétique. C'est que je participe à mon échelle, au maximum, à ce que l'intelligence artificielle devienne un élément de société qui soit beau, qui permette à l'humanité de grandir. C'est vraiment ça, moi, qui me porte.
d'utiliser cette révolution de l'intelligence artificielle comme un moyen de faire grandir l'humanité. C'est pas moi qui vais faire ça, mais de m'inscrire dans un mouvement qui est celui-ci. Donc déjà, ça nécessite vraiment d'être optimiste et d'être dans un optimisme qui est pas du tout naïf, mais un optimisme qui propose des imaginaires positifs pour l'avenir, parce que si on veut un jour les réaliser, il faut bien déjà qu'on les raconte. Donc j'essaye de construire des imaginaires positifs vis-à-vis de l'IA. Ce qui ne veut pas dire des imaginaires naïfs, encore une fois, mais à partir même des limites et des problèmes que ça peut poser, voir comment on peut transformer ça dans des visions positives de la société. Donc ça, c'est plus la mission philo-poétique que je me donne. Après, très concrètement, si je parle plus opérationnel dans ce que je vais faire, moi, je veux que ma voix porte pour que mes imaginaires positifs puissent être entendus et fassent partie de l'évolution de l'IA. Donc, actuellement, mon enjeu, il est multiple, mais c'est déjà de prendre une posture de conférencier à un niveau international, ce que je suis en train de construire, surtout déjà France, Canada, Suisse, Belgique, donc la francophonie, mais en allant au Canada de plus en plus, ça m'ouvre à l'Amérique, et puis après, il y a aussi toute l'Europe. Le monde occidental, en tout cas, après, quand je dis un conférencier international, c'est déjà dans le monde occidental, parce que c'est pas tout à fait les mêmes codes. Je connais beaucoup moins l'Asie, l'Afrique, etc. On verra si j'ai l'occasion d'y aller après, mais c'est pour plus tard. Pour l'instant, déjà dans le monde occidental, essayer de faire grandir ma posture pour dépasser l'écosystème français. Donc, une posture de conférencier international, une posture d'artiste que je développe de plus en plus. Là, comme je le disais, donc j'ai déjà ce gros projet d'art. Le premier bouquin là sur lequel je travaille en ce moment, parce que je parlais d'une suite à donner à Hypercréation, ça sera le troisième bouquin. Entre les deux, il y en a un que je suis en train de faire, qui lui je travaille dessus. C'est un vrai bouquin d'art. Donc je travaille avec une directrice artistique qui fait la curation avec moi, et c'est vraiment un bouquin d'art sur l'art et l'intelligence artificielle. Et donc à la fois un bouquin d'art et puis faire des œuvres d'art, parce que apporter des imaginaires positifs sur ce sujet de l'IA, ça passe aussi par cette dimension sensible que permet l'art. Donc conférencier à un niveau si possible international, artiste si possible à un niveau international, et continuer à avoir des démarches entrepreneuriales pour rester connecté au monde économique qui est celui qui fait tourner notre monde, dans lequel en plus j'ai construit ma posture professionnelle initialement, et dans lequel je veux absolument garder un pied, parce que pour faire évoluer les règles du jeu d'un monde, il faut avoir un pied dedans. Tu peux pas faire évoluer les règles du jeu sans les connaître. Donc, rester très connecté à ce monde économique, rester connecté à des dirigeants, rester connecté même pourquoi pas à des politiques, sans jamais me politiser parce que ça m'intéresse pas, mais rester aussi connecté au monde politique, parce qu'en fait tout ça c'est de la politique, mais vu par un prisme qui n'est pas celui de la politique moderne. Pour moi, les affaires de la cité, la politique, quand je dis des enjeux philo-poétiques pour l'IA et des imaginaires positifs, c'est de la politique. Bien sûr. Mais c'est de la politique au sens un peu plus noble que ce que je trouve dans la scène politique actuelle. Donc voilà, rester connecté à ces mondes-là, garder cette posture un peu d'entrepreneur et peut-être monter des projets entrepreneuriaux, déployer des idées avec mes conférences, avec des livres, avec la maison d'édition que d'ailleurs je rejoins, je monte au capital de la maison d'édition qui m'a édité pour pouvoir justement éditer d'autres livres, tout ça. Avoir cet impact aussi artistique. Donc ça c'est un peu les sujets. Petit projet quoi. Ouais, petit projet. Non mais c'est pour ça, tu vois, c'est des ambitions qui sont démesurées, mais elles sont. Elles sont. Tu peux pas dire que c'est démesuré. C'est encore plus démesuré que quelqu'un qui te dira je veux devenir riche, je veux monter une boîte importante. D'une certaine façon, je suis en train de dire que je veux participer à créer la société post-humaine. Vouloir une révolution philosophique, poétique, politique, c'est encore plus important que vouloir monter une belle boîte. Donc c'est complètement démesuré, mais en fait c'est pour ça que je précisais, je suis pas en train de dire que je veux le faire, je veux m'inscrire dans ce mouvement qui est en émergence. Il y a plein de signes partout d'une société qui va beaucoup évoluer, et l'écologie et l'IA sont pour moi les deux aiguillons qui vont nous aider à passer un cap et à évoluer. Okay. Donc évidemment je réfléchis beaucoup à la question écologique aussi, même si mon premier prisme c'est celui de l'IA, j'essaye beaucoup de connecter ces deux domaines. Ok. Bon, merci Flavien pour cette période de temps passée avec nous. C'était intense. J'espère que vous avez tous suivi, parce que on a abordé énormément de sujets. Ouais. Merci Flavien, franchement trop cool. J'aurais juste une dernière question qui revient dans tous les podcasts. On demande à chaque fois à nos invités, c'est quelles sont les personnes qui les inspirent le plus. Ça dépend vraiment des domaines. Il y a des gens là on vient de parler d'IA. Il y a des gens, tu vois, un gars comme Yann Lequin
m'inspire par sa capacité à penser l'intelligence et à penser ce que peut être l'intelligence artificielle. Sa capacité scientifique m'inspire beaucoup. Évidemment, c'est un sujet que je connais bien, donc c'est sûrement un des scientifiques importants, mais en beaucoup moins connu, mais qui m'inspire aussi énormément. Il y a Pierre-Yves Oudéier, par exemple, qui travaille sur ces questions d'IA développementale, constructiviste, dont je parlais tout à l'heure, et cyborg de type 3, etc., et qui m'inspire. Après, il y a des gens qui m'inspirent plutôt par leur posture humaine, des gens comme Mohamed Younous, qui est un des prix Nobel de la paix, qui a l'inventeur du microcrédit et qui a eu une démarche entrepreneuriale, mais qui a sorti plusieurs millions de personnes de la pauvreté et qui a su connecter le monde économique, qui est celui qui fait tourner notre monde, avec des vrais enjeux humains. Ça m'inspire beaucoup, je trouve ça très beau. Il y a des artistes qui m'inspirent, il y a... j'ai plus, comme j'ai pu l'avoir à certaines époques, des identifications fixes. À une certaine époque, en effet, je pouvais dire, en ce moment, c'est lui qui m'inspire, je me sens complètement aligné, etc. Et c'est bien de passer par là, parce que t'apprends tu te confrontes à d'autres personnalités et tout ça. Aujourd'hui, c'est moins ça, mais il y a plein de gens qui m'inspirent pour plein de dimensions différentes. Et ça, c'est que des gens vivants. Tu prends des gens morts, des grands philosophes, des grands scientifiques, des artistes, des humanistes, ou certains types d'humanistes, en tout cas il y a plein de personnes qui m'inspirent, même des entrepreneurs. Tu vois, Elon Musk m'inspire pas du tout par sa personnalité, et je suis plutôt critique de ce qu'il fait et de comment il l'amène dans le monde globalement, mais en même temps, il y a une fibre en moi, l'audace avec laquelle il se dit je peux transformer le monde et le monde doit être transformé et on est dans une période de changement et allons-y. C'est pas un gars très malin au sens, c'est un gars très malin, mais c'est pas un gars très intellectuel. Ses idées me plaisent pas. Quand je l'écoute, je trouve que c'est nul ce qu'il raconte. Il y a plein des actions qu'il met en œuvre que je pourrais vraiment, que je remets vraiment en cause, mais sa posture d'audace m'inspire. Il ose, voilà. Et puis des gens beaucoup plus proches de moi. Stéphane Galli, le directeur d'IRIG, est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, justement, alors par sa capacité de travail pour monter ce beau projet qui est IRIG, mais aussi par l'humanité qu'il met dans ce projet et l'espèce de sens qu'il donne au fait de monter une école à une époque où la plupart des écoles essayent de devenir des machines à fric où on met le plus d'étudiants devant le moins de ressources pédagogiques. Là, non, c'est une école. Stéphane pourrait jouer ce jeu-là pour essayer de gagner le plus d'argent possible autour de l'école. Et non, pas du tout. Il préfère travailler 90 heures par semaine, être stressé par les chiffres parce que il y a des compromis qui sont faits, etc., pour que la pédagogie reste au cœur du projet. Et je pense que tu l'as vécu et que nos étudiants, dans leur globalité, le ressentent. C'est vraiment une belle école. On n'est pas en train de former des gens à construire leur avenir professionnel. On est en train de faire grandir des êtres humains. Il y a le professionnel, mais il y a plein d'autres dimensions. Et donc pour ça, Stéphane, et c'est pour ça que j'ai été ravi de m'inscrire dans ce projet, est quelqu'un qui m'inspire. Il a été capable d'organiser une équipe autour de lui et de piloter un projet que je trouve très beau et dont je suis très fier. Et voilà. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter d'IRIG, mais peut-être une prochaine fois. En tout cas, merci Flavien encore pour le temps que tu nous as accordé. C'était hyper inspirant. J'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter sur cette chaîne et puis cette fois avec Terry, parce que je pense que Terry, là, il va devenir fou quand il va voir le podcast parce que c'est lui qui le monte, mais il aura pas participé, donc je pense qu'il va être déçu. Mais j'espère pouvoir te réaccueillir parce que nous, notre objectif, c'est aussi de pouvoir voir l'évolution aussi des personnes qu'on a invitées dans le temps. Donc là, tu nous as parlé de tes ambitions. On espère que d'ici quelques années, tu pourras nous reparler encore, que tu vas conquérir l'espace ou j'en sais rien, tu vois. Honnêtement, tu vois, c'est pas le truc qui me fait frétiller la nouille, pour parler très franc. Bon, on va rester sur ces belles paroles. Merci encore. Et puis, écoutez, on vous dit toujours la même chose. C'est à chaque fois la même chose. Bougez-vous, continuez d'évoluer et d'investir. Ciao.